Bonjour à tous et bienvenue dans cette, on peut appeler ça une deuxième partie, puisqu'on va repartir un peu dans la continuité de ce qu'on a déjà tourné il y a de ça quelques mois. Pas la peine de se présenter, je pense. Cette fois, on est bon. Peut-être juste inviter les gens qui n'ont pas vu la première partie à voir d'abord la première partie, tout simplement. Très important. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur soit la chaîne de Bhaskar, soit la mienne, la première partie, dans laquelle on a abordé différents sujets. De mémoire, on a parlé un peu de gestion du stress. On a commencé à parler un petit peu de psychologie évolutionniste, bien sûr, qui est un petit peu le sujet principal. On a parlé de religion, de retour du religieux, de la croyance, et du lien avec le contexte qu'on vit aujourd'hui. On a parlé de wokisme. Et on a parlé un petit peu aussi de réseaux sociaux, mais c'est pas ça le sujet du jour, ce sera plutôt psychologie évolutionniste, gestion du stress bien sûr, stratégie reproductive plutôt, instinct de survie, économie cognitive, toutes ces choses-là. Je vais te lancer directement sur ce qui pour moi est le nerf, le centre névralgique de tout ça, c'est cette notion d'économie cognitive. Comment se manifeste l'économie cognitive et qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose dont on a absolument besoin et que c'est quelque chose qui nous permet de fonctionner tout simplement, qui nous permet de survivre en fait, de vivre correctement, bien que ça ait aussi des implications négatives en apparence. L'intelligence, vraiment, dans la nature, l'intelligence c'est une queue de paon. C'est-à-dire que moi c'est quelque chose, je suis fasciné par, quand je regarde, j'adore regarder des documentaires animaliers et notamment de voir comment est-ce qu'il y a des formes de vie qui arrivent à se faire bouffer par d'autres formes de vie. Où elles restent comme ça, c'est-à-dire elles sont littéralement dans l'axe de la gueule du prédateur, elles sont là genre et bon évidemment ça termine mal pour elles, mais ça montre que la nature s'en fiche, c'est-à-dire que vraiment, et encore plus chez l'humain, l'intelligence c'est une queue de paon au sens de la théorie biologique de la queue de paon, c'est-à-dire que c'est un avantage reproductif que l'individu va montrer, là je parle du mâle pour les femelles, mais ça peut être valable aussi l'inverse peut éventuellement aussi être valable, même s'il y a des petites différences, où l'individu va dire « regardez comme je suis intelligent », sous-entendu « comme ça ne sert à rien, j'ai dépensé plein d'énergie là-dedans, ça veut dire donc que j'ai un fitness extraordinaire ». C'est ça, voilà, oui, le terme de fitness, parce que je suis en capacité de pouvoir dépenser de la ressource là-dedans alors que ça ne sert à rien, c'est donc que je suis vraiment un mâle reproducteur extraordinaire, donc venez les femelles. L'intelligence est une queue de paon et c'est quelque chose qu'on peut vraiment oublier à survaloriser l'intelligence, alors qu'il faut bien comprendre que surtout passé un certain niveau, elle n'est plus du tout un avantage. Vraiment, on a des courbes comme ça qui montrent que passer un certain quotient intellectuel, ça devient peut-être pas un handicap, mais on n'est pas loin, quoi. D'ailleurs, il y a des associations de surdoués qui militent pour la reconnaissance du haut QI comme un handicap à part entière, avec tout ce que ça implique d'allocation et de mécanismes de compensation. Non, mais parce que c'est un vrai problème pour des gens, vraiment. C'est à la fois une ressource immense, évidemment, en termes de compréhension du monde, d'acquisition de savoir, de synthèse, de tout ce qu'on veut, mais à bien des égards, c'est à double tranchant, en tout cas. Ouais, ça on l'avait abordé la dernière fois, c'est vrai. Cette histoire de gens qui militent pour que ce soit reconnu comme un handicap. En termes de psychologie évolutionniste, d'ailleurs, parce que tu avais l'air de tiquer sur le mot fitness, qui est un mot-clé. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Pour la plupart des gens, le fitness, c'est juste la salle de sport en bas. Non, en fait, le fitness en biologie, c'est ce qui va faire tout ce qui va faire qu'on va être sélectionné par l'autre sexe, justement. Hein. Donc, effectivement, c'est d'avoir une belle plastique, mais c'est aussi d'avoir de la ressource, d'avoir des capacités cognitives dignes de ce nom, etc., qui permettent d'agglomérer des ressources. Mais très, très souvent, les gens ne distinguent pas le fitness tout court et ce qu'on appelle en biologie le fitness inclusif. Le fitness inclusif, ça n'a rien à voir avec le progressisme woke, c'est une forme de fitness qui va être un fitness transgénérationnel. C'est-à-dire que souvent, j'ai remarqué que quand on pense ces choses-là, que ce soit en évopsy ou même surtout en politique, c'est une erreur classique que font énormément de progressistes, c'est de ne penser les choses que sur une seule génération. Tu sais, c'est le discours qui dit je ne le crois pas. On n'est pas né à égalité. Oui. Tu sais, donc il faudrait, c'est un argument classique que j'avais entendu pour la première fois quand j'avais interviewé le sociologue, très sympa d'ailleurs, Raphaël Liogier il y a 15 ans, 20 ans, je sais plus trop ce qu'il devient d'ailleurs, mais enfin j'ai vu 2-3 vidéos de lui sur YouTube, et qui est de gauche hein, visiblement, et qui avait sorti cet argument qui dit non mais il y a des gens qui sont pour la compétition, moi je veux bien, mais le principe de la compétition c'est qu'on est tous à égalité.
Quand on fait un 100 mètres, il n'y en a pas un qui part avec 30 mètres d'avance. Et donc, son argument, c'était de dire, moi je veux bien la compétition, mais dans ce cas-là, on part tous avec le même patrimoine, etc. Mais ça, c'est vraiment ne pas comprendre comment fonctionne la nature et de comprendre que le raisonnement, il est à prendre globalement sur toutes les générations. C'est sortir les choses de leur contexte. Voilà, et donc le fitness inclusif, c'est l'idée de dire, c'est très bien si je me reproduis moi et que je fais plein d'enfants, mais je peux sacrifier des choses sur d'autres générations. Par exemple, je peux être porteur d'un gène qui va me donner un énorme avantage sur une génération, mais qui va foutre mes descendants dans le mur au bout d'un certain nombre de générations. Donc c'est une articulation complexe entre le moment présent et le futur, si tu veux. Ouais, puis on en revient sur ce qu'on disait la dernière fois, c'est que la nature adopte des stratégies mixtes, voilà. Et que c'est pas toujours les mêmes qui peuvent gagner, et que c'est très bien qu'il y en ait qui gagnent, puis qu'ensuite les suivants perdent, et qu'il y a un roulement, que c'est comme ça que la vie avance, c'est comme ça que la vie progresse. Un exemple typique, tu vois, de fitness inclusif versus fitness pour comprendre cette articulation-là, c'est prenez un bon gros mal alpha des familles, un Donald Trump, un pater familias comme ça. Lui va pouvoir amasser une quantité d'énergie, peut-être dans le business ou dans je sais pas quoi, où il sera champion de MMA ou truc, peu importe, un truc très orienté, très viril comme ça. Donc lui va pouvoir justement sélectionner plein de femelles, etc., avoir une abondance. Mais peut-être qu'il sera tellement agressif qu'il va complètement castrer ses enfants, qui vont être comme ça, tellement ils seront sous la coupe du père comme ça, et que eux vont être complètement inhibés après, et qu'en fait c'est l'archétype de stratégie qui sera bonne sur une génération, mais qui sera pas un fitness inclusif dans le sens où il permettra pas un développement pérenne sur une génération, par opposition à un fitness inclusif qui serait peut-être celui d'un homme un peu moins bêtement testostéroné, mais sans qu'il soit non plus sous-testostéroné, où il y aura une intelligence du mariage entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Ouais, quand tu dis fitness inclusif, moi j'entends plutôt fitness raisonné, quoi. Nuancé. Et pas unidirectionnel. Voilà. Mais c'est une nuance qui n'est pas souvent faite dans les contenus justement Evopsy. Ouais. C'est pour les contenus de droite, va à la salle, développe-toi, etc. Ouais. Où ils amalgament et ils parlent jamais de cette nuance. Va à la salle, développe-toi, vas-y 6 fois par semaine, comme ça tu seras épuisé et en fait tu vas perdre tous les avantages que la nature t'avait donnés. Voilà, voire même tu te modifieras épigénétiquement dans le sens d'une plus grande fragilité, etc. Donc tout ça est très complexe. Ouais, bien sûr, tu vas épuiser quelques-uns de tes systèmes et du coup tu vas dysfonctionner. Tu as dit un truc aussi qui m'a fait penser à une notion que j'aime bien, c'est le fait que bien qu'on nous ait bourré le crâne avec l'idée qu'on est tous égaux, en fait l'égalité n'existe pas. Et l'égalité n'est pas quelque chose qui a été prévu par la nature, enfin n'est pas quelque chose que la nature connaît, quoi. Ça n'existe pas, c'est-à-dire que à aucun endroit, à aucun moment, la nature n'a cherché à faire les choses de manière égale, à rendre les êtres égaux, que ce soit des animaux ou des humains. Et ça n'aurait pas de sens. Même les jumeaux, parce que les scientifiques adorent faire des études sur les jumeaux, justement, pour essayer de trouver qu'est-ce qui est de l'ordre de la génétique, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'environnement. En fait, on se rend compte que même les jumeaux évoluent très rapidement à partir du moment où ils sortent. Et ça y est, c'est fini, ils évoluent dans des directions différentes. Donc effectivement, c'est exactement ce que tu dis, la nature ne fait jamais d'égalité. La seule égalité, justement, c'est l'égalité en droit, c'est l'égalité face à la loi dans les sociétés. Oui, c'est les lois des hommes qui essayent de mettre un peu d'égalité pour éviter qu'il y ait de trop grands écarts. Voilà, mais ça n'a jamais été une égalité en capacité, qui n'existe simplement, comme tu le dis, pas. Mais ça, c'est un point ultra important, je trouve, parce qu'il y a encore trop de gens qui croient à ça, et qui, du coup, quand ils découvrent que ça n'existe pas, ils voient une injustice. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont enlevé le voile sur ce qu'ils pensaient être la réalité. Il faut juste continuer à étudier la nature et comment elle fonctionne. Ouais, et puis il faut avoir conscience de des avantages qu'on a, des qualités qu'on a, et travailler dessus, plutôt que d'essayer de développer des qualités qui, même si on travaille beaucoup dessus, ne permettront jamais d'être en compétition avec les autres qui, eux, ont ces qualités de manière innée, quoi. Et puis ça induit quelque chose, ça induit le fait, ça induit une vision du monde justement déracinée de la nature, qui essaye, c'est typiquement un contrat social un peu rousseauiste, un peu hors sol justement, dans lequel on se dit, c'est une vision de l'être humain qui a une tabula rasa et où tout doit être construit. Et on ne se rend pas compte qu'on a ce passé de grand singe qui nous commande, mais dans des proportions abyssales. Quoi. Enfin, en tout cas, oui, je suis plus spinozien que rousseauiste. Alors, moi, je fais partie des gens qui n'ont lu aucun classique. C'est pas grave. Donc, je n'ai aucun point de comparaison. Non, mais je bâtis uniquement mes idées sur mes expériences. Et quelques lectures quand même, mais je veux dire,
Non, mais non, mais c'est une façon un peu pompeuse de dire que non, l'être humain n'est pas une tabula rasa et que c'est justement la compréhension et l'intégration de l'animal et du mammifère en nous qui nous permet d'être pleinement humain. Ah, et oui, c'est pas en le refoulant qu'on arrive à quoi que ce soit, parce qu'on va se prendre le retour du refoulé dans la tronche. Je suis un fervent défenseur de ça et de l'idée que chercher à refouler notre part d'animalité, c'est une impasse quoi qu'il arrive, et que la seule solution, c'est d'apprendre déjà à en avoir conscience, à l'accepter et à en tirer ce qu'il y a de bon à en tirer et à se protéger des mauvais côtés, quoi. Je voudrais enchaîner sur l'idée que par instinct de survie, on va avoir une tendance à l'économie cognitive. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Et de pourquoi est-ce que la nature a développé ces tendances-là, a développé ces mécanismes, enfin a fait qu'on a développé ce type de mécanisme? Ça me fait penser à ce que sont pour moi les fondamentaux, c'est l'énergie, loi de conservation de l'énergie. S'il y a un stress, alors il faut accumuler l'énergie, il faut pas la dépenser, et donc économie cognitive, tu vois? C'est la différence entre le high-tech et le low-tech. Quand on fait un peu de survivalisme, on apprend tout de suite que en cas de situation dégradée, il faut mieux du low-tech. Que tout ce qui fonctionne sur base d'électricité, en cas de problème, et que... Oui, j'avais pas pensé à ça. Ouais, et que en fait c'est la même logique. C'est qu'un système dégradé, la nature à un endroit où quand on est dans la lutte de tous contre tous, vraiment au sens biologique de chaque forme de vie, qui essaie de manger plus ou moins les voisins, on est dans un système qui est quand même assez dangereux, et donc on va privilégier du low-tech. La nature, elle privilégie du low-tech. Elle n'a pas de raison d'accoucher de structures incroyablement complexes si elle arrive à survivre avec quelque chose... de basse complexité. Le problème, c'est que, par définition, les prédateurs, les proies, entre eux, sont dans une lutte entre les stratégies, un peu comme les policiers et les voleurs, ou les hackers et les spécialistes en défense informatique. Donc, cette pression sélective, elle amène vers une hausse de la complexité. Donc, il y a un double élan. Il y a à la fois l'élan qui consiste à dire qu'on veut essayer de rester quelque chose de plus simple possible pour pas que ça nous emmerde et que ça nous coûte trop d'énergie, et en même temps, il faut être plus performant que les personnes qui nous menacent. Donc, mais est-ce que le fait d'être plus performant veut forcément dire développer plus de complexité? Oui, parce qu'à un moment donné, si on fait une stratégie trop simple, l'autre peut la modéliser et peut nous avoir. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'étudie comme ça les proies qui sont là. L'autre jour, je regardais comme ça une tortue qui se balade. Moi, j'adore sur Facebook, si vous connaissez pas, je suis sur un truc qui s'appelle Nurchi d'animaux morts. Alors, c'est un petit peu, faut pas être trop sensible. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas de voir des animaux morts, c'est de voir l'instinct de survie, de voir des mulots qui se baladent comme ça avec un cheval, et ils restent dans la gueule du cheval et ils sentent le souffle du truc, et puis à un moment donné le cheval il la bouffe et c'est tout, et on voit que la souris elle fait elle est pas équipée. Donc si tu veux, si la souris elle reste à ce niveau-là de complexité, elle continue à se faire bouffer. Donc on est d'accord que les souris du coup ils vont faire 20 petits. Voilà, ils vont faire la stratégie R, la stratégie reproductive en masse, effectivement, pour éviter, pour compenser ça. Mais si tu veux, mais du coup en faisant ça, ils vont être une réserve de proie abondante, donc ils vont encourager aussi les prédateurs à compter sur le fait qu'ils vont les bouffer, et donc ils vont pérenniser le fait qu'ils vont être en dessous dans la chaîne alimentaire. Donc il y a toujours ce double élan donc systémique entre low-tech et high-tech. Et ça va complexifier les choses, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la nature fait des stratégies mixtes. Donc il y en a qui vont essayer de dire non mais on va rester sur du low-tech et on va assumer ça. Et donc c'est les souris qui vont se reproduire beaucoup, et d'autres qui vont monter dans des formes de complexité justement de fonctionnement, et à la fin ça donne l'homme qui va arriver tout en haut de la pyramide, et qui va pouvoir techniquement bouffer à peu près n'importe quoi parce qu'il le décide. Mais c'est des choix, c'est différents optimums possibles du système, parce que jusqu'à preuve du contraire, les souris elles sont toujours en vie aussi. Hein. Bien sûr, mais les souris en fait dépensent énormément d'énergie pour se reproduire et procréer énormément. Et du coup, il y a une déperdition d'énergie énorme parce que la plupart se font bouffer. Mais du coup, ça fonctionne très bien comme ça, et c'est indispensable pour pouvoir assurer la survie de l'échelon au-dessus d'elle dans la chaîne alimentaire. Voilà. Et du coup, si les souris continuent à fonctionner comme ça, on va dire les chats, ou les chevaux en l'occurrence, plutôt les chats, vont pas développer de la complexité puisqu'ils ne manquent pas de ressources alimentaires. Ils doivent quand même payer le coût d'entretien de rester à un niveau de complexité supérieur à celui de la souris. Oui. Ça me fait penser à ce qu'on disait la dernière fois, quand on disait qu'un homme, ou une femme en l'occurrence, mais surtout un homme qui a accumulé des ressources, paye le coût du fait de rester à ce niveau
de richesse, c'est assez comparable, niveau de complexité, niveau de richesse. Et que on parlait du stress. Les mâles dominants meurent plus jeunes ou font plus de maladies cardiovasculaires parce qu'ils sont stressés chroniquement, etc. Ils sont obnubilés à l'idée de conserver la ressource qu'ils ont réussi à accaparer. Alors oui et non, parce que c'est vrai qu'on avait dit ça un petit peu de façon un peu lapidaire la dernière fois. En réalité, ça dépend beaucoup des études et des travaux et de comment on observe les choses, parce qu'à un moment donné, la dominance, ça détend aussi, ça permet aussi une baisse du stress à certains égards. Ça permet de se gratifier, etc. Et ça fait vivre plus vieux. Donc c'est compliqué parce qu'on a des travaux qui vont dans les deux directions. Et ça pose aussi la question de la transposition des travaux qui sont faits sur des grands singes avec l'homme. Là encore, c'est un sujet très complexe. En tout cas, les choses ne sont pas unidirectionnelles et simples. Je pense que ce qu'on avait dit à ce moment-là est beaucoup plus vrai pour les hommes que pour les singes, parce qu'en fait, les singes, le dominant d'un groupe de singes, sa vie reste assez simple quand même. Il n'y a pas de source de stress chronique trop importante, comme c'est le cas chez un humain, qui va devoir gérer ses sociétés, gérer ses boîtes, gérer ses avocats, gérer ses machins. N'empêche que, jusqu'à preuve du contraire, on vit quand même aussi plus vieux dans l'Europe qu'en Afrique. Alors, il y a le côté médical, etc., tu vois, effectivement, qui joue. Donc, c'est très, très complexe. En tout cas, j'invite vraiment les auditeurs à se méfier des discours trop simplistes qui n'abordent le sujet que dans un seul sens et qui perdent une espèce de vision systémique des choses sur ces questions. En tout cas, à ma connaissance, c'est des choses qui ne sont pas du tout tranchées. Voilà. Par contre, j'ai vu énormément de discours qui cherry-pick ces notions-là pour valider une thèse comme quoi il faut être dominant ou il faut être au contraire pas trop stressé, alors qu'en fait, là encore, c'est plusieurs optimums, plusieurs points d'équilibre du système et les chats existent toujours, les souris existent toujours, les hommes existent toujours. Et donc les gens très stressés aussi, les gens moins stressés aussi. Et donc moi, ce que je crois, c'est qu'il s'agit plus, on en revient au Poznaj Sebia des Russes, au connais-toi toi-même du temple de Delphes, il s'agit plus de savoir qu'est-ce que vous avez dans votre génétique. Tu vois, tout le monde n'a pas une génétique de mâle alpha forcément, et que à trop prendre l'image du mâle alpha comme modèle, on risque de s'aliéner de soi si on ne l'est pas. Je veux dire, il faut mieux être un mâle, je sais pas, disons intermédiaire si c'est sa génétique et être proche de soi et être dans ce que notre patrimoine nous a légué, que de vouloir taper trop haut et derrière d'être en conflit avec ce qu'on est profondément en fait. Bien sûr, s'il y a une trop grande dissonance entre ce que tu es vraiment et ce que tu veux être, forcément il y a une tension permanente. Voilà. Mais le problème, c'est que si on dit ça, on n'a plus rien à vendre aux jeunes qui cherchent un repère. À part, connais-toi toi-même. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, les coachs en tout poil qui veulent vendre des trucs, des stages pour reviriliser les gars, etc., n'auront plus rien à vendre, puisqu'on dit juste sois toi-même. Ouais. Mais en même temps, ça, c'est de l'amour à l'état brut. Et je pense que c'est beaucoup plus sain, quelque part. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est beaucoup plus sain. Je suis d'accord aussi sur le fait que du coup on peut plus réinventer la roue et créer des méthodes miracles, donc on peut moins vendre de choses. Mais le simple travail qui consiste à se reconnecter à soi et à apprendre à se connaître ou à se reconnaître, c'est déjà un travail énorme. C'est déjà un énorme travail qui peut faire bosser pas mal de gens. Ah, c'est déjà quelque chose de complètement énorme. Oui, complètement. Donc ça fera le tri. Mais tu vois, pour reprendre ce qu'on disait un peu l'autre jour sur le wokisme, etc., cette tendance qu'il y a de vouloir niveler les caractéristiques sexuelles secondaires, tertiaires, etc., du wokisme, tu vois, de créer des androgynes, quoi, tu vois. Ouais. C'est l'archétype de cette ignorance de la nature. Prends par exemple chez les petits-enfants. Mais vraiment les enfants en bas âge. Tu vois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais bon, il y a des stéréotypes comme quoi on pousse les petits garçons à jouer à la guerre, les filles à jouer à la poupée, et ça les renforce. » C'est vrai, c'est vrai. Il y a plein d'études passionnantes sur les stéréotypes, c'est vrai. Ça encourage une certaine pente. Ça, c'est l'aspect systémique. Et tu as un aspect analytique qui est que, par exemple, on sait à peu près, en tout cas la sagesse populaire l'a bien compris, puis il y a des études qui le confirment aussi, que les filles sont globalement plus littéraires que les garçons, qui ont plus d'affinité avec le scientifique. C'est une image d'Épinal, mais enfin, ça reste statistiquement vrai. Il suffit d'aller dans une classe... il suffit d'aller dans une fac de première année de littérature et dans une fac de première année d'informatique et de compter le nombre de personnes de chaque sexe. Et en fait, si tu regardes bien, oui, effectivement, on parle plus parce qu'on s'est rendu compte qu'on parlait davantage aux petites filles qu'aux petits garçons. C'est-à-dire que les parents passent plus de temps à leur parler et à stimuler les zones du langage. Je savais pas. Tu vois, l'air de brocade, ça, etc. Et donc, ce qui fait que les petites filles vont avoir un vocabulaire plus riche plus tôt, etc., que les petits garçons. Et donc, une meilleure capacité à verbaliser, et donc une meilleure capacité à rentrer en lien avec l'autre, et donc une meilleure capacité à créer des alliances, etc., etc. À l'inverse, les petits garçons, le taux de testostérone étant plus élevé que chez la petite fille, ils tiennent moins en place. Donc, ça pose la question de est-ce que c'est les parents qui
créer des stéréotypes culturels, machin, ou est-ce que c'est simplement que le petit garçon, il tient pas en place parce qu'il a envie de bouger, et que donc quand tu lui parles, il écoute pas parce qu'il est déjà en train d'escalader un truc, etc., etc. Donc là encore, j'invite vraiment les auditeurs sur toutes ces questions à systématiquement, dès qu'ils ont un beau récit bien linéaire, tu vois, avec A entraîne B entraîne C, à se rendre compte qu'on peut prendre les trucs dans l'autre sens et à vérifier les recherches et les études sur les questions, sur ces questions. C'est le principe même de la systémique, il me semble. C'est ça. Pour ce qui est de... Parce qu'il y a une espèce de débat qui fait rage entre les évolutionnistes et les gens qui pensent que tout est socioculturel. Mais en fait, la socioculture se bâtit sur un contexte évolutionniste et les tendances évolutionnistes peuvent être influencées par la socioculture. C'est de la pure systémique. Pardonne-moi le mot, hein, mais c'est vraiment une approche débile des choses. Mais oui, mais c'est une approche qui est une approche économique qui est... Voilà, c'est de la pure économie cognitive, et en fait, je connais pas vraiment de scientifiques sérieux qui fonctionnent comme ça. On ne retrouve ces discours simplistes que dans des notions mainstream vulgarisées, simplifiées et transformées en contenu instagrammable, facile à comprendre. Parce qu'il faut faire du fast-food. Voilà. Mais ça n'est pas sérieux en sciences. Non, pas du tout. À ma connaissance. Dans la plupart des domaines, il y a probablement un domaine ou deux, voilà, mais ça me semble pas sérieux. Ça n'est pas rigoureux, ça n'est pas sérieux en sciences, mais ça permet de parler au système 1, donc ça permet de générer des émotions, et donc ça permet de vendre. C'est ça. Et effectivement, c'est pas pour rien que une bonne partie de l'évopsie a été récupérée par toute une partie de la droite, parce que ça permet un discours... oui, ça sert le propos. Un discours, comment on va dire... pas fasciste, mais tu sais, enfin fasciste dans le sens du culte du corps qui avait lieu dans le fascisme, un discours viriliste comme ça, et où la gauche, elle, va pointer ça du doigt en disant « haha, bande de cons », etc. Mais en fait, c'est les deux faces d'une même pièce, quelque part. Oui, mais pour... j'ai envie de dire, le but de cette chaîne, c'est d'aider les gens à retrouver leur pleine capacité de raisonnement, à sortir plus facilement d'un mode d'économie cognitive, pour pouvoir avoir accès à ce genre de niveau de complexité de pensée. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas toujours évident, mais bon. Bah non, ça filtre en fait, ça filtre, tu vois. Ce matin, j'ai eu la joie d'avoir un commentaire sous ma dernière vidéo avec Bégodeau de quelqu'un qui parlait un peu de fond, tu vois. Alors effectivement, bon, il disait des bêtises sur le fond, mais c'est pas grave. Au moins, moi, ça me dérange pas quelqu'un qui dit des bêtises sur le fond, parce qu'au moins on peut discuter du fond et il peut apprendre. Mais je lui ai dit, mais déjà merci de parler sur le fond, parce que moins de 1 commentaire sur 10 parle de fond, le reste ne sont que des aboiements limbiques. Donc ça pose une grande question qui est en effet que faire des imbéciles, et c'est une question fondamentale en fait que se pose n'importe quel dirigeant. Alors moi je suis pas un dirigeant, bien sûr. mais que faire des imbéciles. Voilà, il y a un bouquin dans ma bibliothèque comme ça, j'ai un livre au titre terriblement polémique qui s'appelle Que faire des pauvres, tu vois, bon le titre est fait pour choquer. Je vais vite le lire. Mais non, c'est une très bonne introduction de TikTok, ça. Oui, alors oui, ça si tu veux choquer et attraper, ça c'est génial. Ah ouais. Mais en fait, réellement, la question derrière, c'est pas des pauvres en tant que pauvres. La question derrière, c'est que faire des imbéciles. Parce qu'on sait qu'il y a une corrélation à peu près de 0,50, 0,60. Enfin, 0,50, 0,60, c'est déjà... c'est beaucoup, ouais. C'est en tout cas, ça mérite d'être étudié, mais il y a quand même ce lien entre quotient intellectuel et revenu, tu vois. Donc en fait, quand on dit que faire des pauvres, derrière, pour moi, la vraie question, c'est que faire des imbéciles. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. C'est la principale question. Après, ça va me permettre de rebondir sur un truc. Quand on dit que faire des imbéciles, j'ai envie de mettre de la nuance et de dire qu'est-ce qu'on peut faire des gens qui sont fondamentalement imbéciles et qui n'auront jamais les capacités suffisantes pour sortir de ça. Et après, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire des gens qui sont présentement, comme disent les Québécois, imbéciles, alors qu'ils ont les capacités de faire preuve de nuance et qu'ils ont les capacités de faire preuve d'intelligence en fait. Par exemple, quelqu'un qui évolue dans un milieu professionnel où il y a un mode de pensée qui domine, un mode de pensée très simpliste, par exemple un journaliste chez Libération, il a une incentive à rester imbécile. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le principe de ce qu'on appelle le principe d'incompétence maximum. Alors ça, il faut qu'on en parle. Je ne connaissais pas ce terme-là, mais c'est vraiment un sujet que je veux développer. C'est-à-dire qu'à une époque, je me disais, mais c'est pas possible. Tous les journalistes sont de mèche et sont dans le grand complot, soit je ne comprends pas. Et après, j'ai compris. Non, mais après, je ne crois plus à ça, bien sûr. Après, j'ai compris qu'en fait, ils adhèrent juste à une idéologie, à un narratif, parce qu'en fait, au fond d'eux, même parfois totalement inconsciemment, ils savent que s'ils n'y adhèrent pas, ils se font rejeter du groupe.
et ils perdent leur boulot. Et ils sont dans la merde. Oui, il y a une pression sélective terrible. Le principe d'incompétence maximum, je crois que c'est le principe de Peter, si je ne dis pas de bêtises, ça dit juste simplement que quand quelqu'un rentre dans une organisation, si jamais il rentre en bas de l'échelle et qu'il a un cerveau... Ouais, t'as compris déjà. Et c'est tellement intuitif. C'est que du coup, il va être promu, puisqu'il a des capacités supérieures et qu'il est rentré en bas, il va être promu, jusqu'au moment où il arrive à son, entre guillemets, bon niveau d'évaluation entre ses capacités et sa place dans la hiérarchie, et à partir de là, donc du coup, en fait, il est arrivé à son niveau d'incompétence maximum. Donc ça montre qu'en fait, chaque personne va être... Vas-y, ouais. C'est plutôt son niveau de surcompétence maximum. En fait, il va arriver à ses limites, parce que quand il arrive à un poste où il peut plus être promu, on le promeut pas, et donc à partir de là, il va rester à l'endroit où il est, et donc il va rester en fait à un niveau d'incompétence, puisque s'il était vraiment compétent, il aurait monté encore d'un cran. Et c'est un peu dramatique, mais je pense que ça renvoie pas mal à ce que tu... Ça le rejoint, ouais. Ça le rejoint. D'une certaine façon, ouais. C'est marrant parce que ça me fait penser à des exemples de gens que je connais qui... tu sais, c'est un peu des gens trop intelligents pour rentrer dans le moule, qui ont passé quelques années à faire n'importe quoi, genre à vivre dans leur van, aller faire des saisons, à être complètement hors système, et puis un jour, ils se retrouvent à rester plus longtemps que prévu dans un petit boulot. Et en fait, ils se retrouvent à être promus 3 fois plus vite que tout le monde. C'est ça. Et en fait, les gens autour d'eux ne comprennent pas, ils sont jaloux. Moi, je suis là depuis 20 ans, pourquoi c'est le petit jeune qui prend ma place? Et en fait, tu n'avais pas les compétences. C'est ça. Peut-être que tu les as pas fondamentalement, mais peut-être que tu aurais pu y accéder. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est quelque chose que j'observe très souvent, ouais. Je sais plus si on en avait déjà parlé, tu me dis si je radote, mais effectivement, on se rend compte que le quotient intellectuel, un quotient intellectuel moyen élevé est une aide dans le monde professionnel, et que dès qu'il dépasse certains seuils, ça exclut littéralement les THQI du monde du travail. Ouais, tu m'avais parlé d'un QI idéal de 120 points à peu près. Ouais. En termes de fitness, c'est l'idéal. Au-delà, l'intelligence n'est plus perçue en fait, par le vulgum pecum. Ouais, elle n'est plus perçue, mais elle peut quand même être mise à profit par la personne qui la détient, quoi. Oui, mais encore faut-il... si jamais la personne elle est seule, ça va, mais la plupart du temps, pour faire des choses, on a besoin d'être en groupe. Mais effectivement, il y a des gens qui ont des QI qui pètent le plafond, et ils tracent leur route, et c'est très bien, tu vois. Je connais pas le QI d'Elon Musk, mais je pense qu'on doit être pas loin, tu vois. Mais bon, ça demande d'avoir des compétences auxiliaires, ou d'être très bien entouré, justement, de gens qui valorisent ça chez nous. C'est ça. Ou alors... Et fondamentalement d'avoir la capacité de passer à l'action et de sublimer ces capacités cognitives en action concrète. Parce que ce qui bride les gens trop smart, souvent, c'est ça. C'est qu'ils tournent en rond, ils sont dans leur tête et ils sont pas dans l'action. Donc ils bâtissent rien. Mais parce qu'il y a c'est vraiment cette difficulté relationnelle aussi. L'intelligence très élevée va souvent de pair avec des difficultés relationnelles. Oui. Donc heureusement, il y a des gens qui ont des capacités comme ça relationnelles qui font qu'ils arrivent à se débrouiller, mais c'est un grand classique en tout cas. Je ne veux pas faire de grandes généralités, mais en tout cas, c'est des profils qu'on retrouve dans la clinique. Bien sûr. De façon... Je vois très bien ce que tu veux dire. Du coup, je voulais te parler d'un truc, parce que là, par rapport au sujet qu'on est en train d'aborder, un post LinkedIn que j'ai beaucoup aimé d'un certain Thibault Louis, s'il voit cette vidéo, je le salue, qui nous dit: une théorie sur internet dit que les gens les plus casse-pieds ont un QI entre 95 et 115, et j'y adhère. Les gens autour de 110 de QI sont un peu au-dessus de la moyenne et ont une certaine capacité à raisonner. Ils vont donc pointer la moindre incohérence après une phrase, souvent en disant « on ne peut pas généraliser » ou « tu dis ça mais on pourrait aussi dire que blablabla ». Ou alors trouver n'importe quel exemple pour dire qu'un raisonnement pourrait ne pas être vrai. Et ils vont penser qu'ils sont intelligents. Alors que les gens à plus de 130 de QI vont chercher à comprendre et conceptualiser l'idée générale sans vraiment buter sur chaque détail. Je le vois au quotidien sur des casse-pieds qui ont des capacités cognitives suffisantes pour raisonner, mais que leur limite ne leur permet pas de comprendre les raisonnements globaux des QI de plus de 135 qui sont de la... C'est vrai qu'ils se relisent, qui sont de la conceptualisation. Oui. Ce qu'il dit là, alors je trouve ça assez couillu de poser ça sur LinkedIn parce qu'il serait temps de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Non, mais je suis complètement d'accord. Et c'est une putain d'évidence. C'est à peu près ce que je disais dans ma vidéo sur le 8 mai en fait. Oui. Il le dit avec ses mots. Et ça me rappelle la discussion qu'on a eue. On a eu une discussion toi et moi sur le MBTI et tu m'as dit qu'il y avait une tendance générale chez les gens qui ont dominante S à illustrer ce qu'il vient de dire là, à savoir buter sur des détails. Oui. C'est le côté sensation, c'est ça. Buter sur des détails et avoir du mal à avoir la big picture. Bien sûr, parce que le principe de la big picture, c'est justement, ça te demande un esprit d'abstraction.
Donc effectivement, quand tu es dans une approche séquentielle dans les détails, tu vois le troquet d'en bas, tu vois l'hôpital près de chez toi, tu vois ton garagiste, mais tu as plus de mal à concevoir la France. C'est normal. C'est la même idée après. Bien sûr. C'est la même idée. Bien sûr. Mais là encore, il est question de s'adapter à son public. C'est toujours pareil, mais il faut bien comprendre qui est-ce qu'on vise, tu vois. C'est évident que moi, quand je vois la qualité des commentaires dans ma chaîne, etc., la qualité des gens qui me suivent, je suis déjà très fier et très content, et d'ailleurs j'en profite pour remercier les gens de ma commu, mais ça veut dire qu'il y a un filtre qui se fait. Et quand je vois la différence de qualité des commentaires quand je débat avec certaines personnes, ça veut tout dire, c'est la définition d'une cible en marketing, si tu veux, même si moi je ne l'ai jamais pensé en termes marketing, c'est du marketing de fait. C'est fascinant, parce que, excuse-moi je te coupe en plein milieu, mais moi je trouve ça fascinant parce qu'en fait on se rend compte que le meilleur moyen de filtrer une audience et en appliquant un filtre d'intelligence, c'est de ne pas faire de marketing. C'est ce que j'ai fait. C'est que plus tu refuses d'exciter le système 1, plus tu filtres la bêtise. C'est exactement pour ça que je n'en ai pas fait. Et que j'aurais pu faire un marketing 40 fois plus agressif. D'une part, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas dans mes valeurs, parce que le marketing, c'est traiter les gens comme des objets. Je n'ai pas envie de traiter les gens comme des objets, j'ai envie de les traiter comme des sujets. Et déjà ça c'est le gros jeu. C'était vraiment pour ça que je l'ai fait. Mais je me suis rendu compte effectivement de cet effet collatéral que tu décris, que je n'avais pas anticipé au départ. Alors maintenant, depuis le temps, j'ai bien compris, mais qui effectivement, le fait que ça a amené des gens qui étaient ce qu'on appelle en psychologie fortement autodéterminés. C'est-à-dire qu'il y avait une capacité... Le contrôle interne Non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. L'autodétermination, c'est vraiment des gens qui prennent leurs décisions sur la base de leurs valeurs à eux et qui ont une forte capacité de résister à l'influence. C'est en termes de 1000 grammes, si tu veux. Tu sais, quand on dit les décharges électriques, tu as toujours 20% des gens à peu près qui vont pas le faire. Parce qu'ils diront, l'institution me dit de le faire, mais moi, j'ai ma propre autodétermination. Donc ça n'a rien à voir avec le locus. Oui, non, bien sûr, je vois la différence. Ça me fait penser à une citation de Gustave Le Bon où il dit qu'en gros, il n'y a qu'une petite partie de la population qui sera capable de se construire un point de vue, un avis en fonction des informations qu'ils auront eux-mêmes été cherchées. C'est ça l'autodétermination. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est terrible parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit depuis gamin, mais je pense que j'ai mis 40 ans à réellement réaliser qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans une population avec une part aussi faible d'individus autodéterminés. Entre comprendre la notion, ce qui est très facile, et l'intégrer dans les tripes, moi j'ai mis 40 ans de négociation et de pleurs, surtout. Tu veux dire, t'as mis 40 ans pour être en paix avec l'idée que ça concernait une extrême minorité ? Je ne sais pas si je suis en paix avec ça aujourd'hui. Toujours pas. Non, je dis je sais pas. Je n'ai pas envie de faire genre je suis en paix alors que je sais pas. Je prends un temps pour me check. Moi je suis pas en paix avec ça. Je suis triste, mais bon. Je pense que je suis en paix avec le fait de pas être en paix. On va dire ça comme voilà. C'est comme jouir de ne pas jouir. Ouais. Je préfère être en paix avec le fait de ne pas être en paix plutôt que d'être dans l'ignorance et de ne pas savoir qu'en fait je suis pas en paix alors que j'essaie de me convaincre que je le suis. Mais c'est la prise de conscience vraiment de à quel point, à partir du moment où un individu a été conditionné ou formaté très tôt, à quel point ça va être quasiment impossible pour 80% au minimum, et je suis très gentil de la population, de remettre en cause un formatage initial. Je sais que c'est dur, hein. Moi-même ça m'est arrivé de remettre en cause des formatages puissants et des endoctrinements puissants que j'avais eus. C'est un coup cognitif. C'est vrai que moi j'en suis ressorti vidé, quoi, tu vois, éprouvé, mais content. Peut-être qu'il faut mettre au point un protocole. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour réussir à amener quelqu'un à faire preuve de flexibilité cognitive pour remettre en compte des programmations, des acquis, il faut le mettre dans un contexte où son niveau de stress est très bas pour qu'il ne soit pas du tout sur la défensive ou qu'il soit pas du tout qu'il puisse pas tomber dans l'économie cognitive. Il faut le faire sur une île, au soleil. Mais tu vois, t'es déjà en train de te placer comme un docteur Mad, tu sais, qui a une île qui fait « Je vais vous faire évoluer !» Tu vois, et pour moi, là, on repart dans le fait de considérer autrui comme des objets qu'on va manipuler. Comme des objets à notre service. Et moi, j'ai pas envie d'être dans cette relation-là avec les gens, et voilà, mais bon, du coup, ça fait qu'on est juste face à une réalité, on fait « Ok, qu'est-ce que ça me fait ?» Ok, et on fait avec. Je fais juste un petit check. Vas-y, check. Je rebondis sur ce que tu disais là, sur l'autodétermination. Est-ce que tu penses que le simple fait de prendre la décision de reprendre en main sa santé, par exemple, qu'elle soit physique ou mentale ou les deux,
c'est quelque chose qui dépend du niveau d'autodétermination, qui ne peut pas être c'est une entreprise qui ne peut pas être faite chez quelqu'un qui a un niveau d'autodétermination très faible. Bah, si c'est reprendre en main au sens tel que je crois que tu l'entends, oui. Après, il y a ce qu'on appelle la santé publique. La santé publique, c'est justement, tu sais, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est une manière justement d'essayer de faire en sorte que les gens qui ont une faible autodétermination soient quand même en bonne santé. C'est pour ça qu'il y a des institutions de santé qui nous invitent à être à jour de nos vaccins, etc. Tu vois, de faire en sorte qu'on soit tous en bonne santé. Éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ce genre de choses-là. Donc, mais c'est évident que toi, il me semble que tu vas viser des gens qui ont cette forme d'autodétermination. Bah, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que c'est beaucoup moins ennuyeux. Après, le propre des gens qui ont de l'autodétermination, c'est que par définition, tu vas leur dire quelque chose, mais ils feront bien ce qu'ils veulent. Tu leur donneras de l'information, ils feront ce qu'ils veulent. Parce qu'après, tu peux aussi te positionner comme un chaman culturel, etc. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'avoir des gens autodéterminés, puisqu'ils suivront le chaman culturel à Doméos. Pourquoi pas ? En fait, moi, mon but personnellement, c'est d'attirer à moi des gens qui ont de l'autodétermination et qui ont la volonté de changer ou de s'améliorer. C'est possible aussi. Ceux qui ont de l'autodétermination mais qui n'ont pas cette volonté, j'en connais dans mon entourage, je leur ai souvent cassé les couilles. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Et eux non plus, de toute façon. Ça ne les a jamais intéressés. Mais ça me semble plus simple. Mais l'idée de me placer en gourou, moi j'aime bien le terme de gourou parce que pour moi, à la base, gourou, c'est celui qui apporte la lumière, c'est celui qui apporte la connaissance. Donc moi, ça me plaît. Mais c'est aussi celui qui a les responsabilités qui vont avec. Et si les gens qui ne sont pas autodéterminés se placent eux-mêmes dans une relation gourou-objet, alors c'est tellement malsain que ça ne m'intéresse plus, quoi. Mais c'est le principe d'énormément de gens, de ce que Tinoco appelle les typiques, hein, qui est quand même un mec qui a bien pensé ce truc-là, cette problématique-là. Ouais. Après, il y a aussi possibilité de créer du contenu et de donner de l'information à tous ces gens-là, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ça m'intéresse, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, bien sûr. Et je sais très bien que sur toutes les personnes qui sont abonnées sur les différents réseaux, il n'y en a qu'une extrême minorité qui vont cliquer sur cette vidéo, parce qu'il n'y aura pas de couleur flashy sur la miniature, et il y en aura encore moins qui vont arriver jusqu'ici, parce qu'on est déjà à 40 minutes, tu vois. Non, mais c'est ok. Ouais. Mais bon. C'est vrai que la baisse du niveau n'en finit pas de me faire peur, en fait, à un endroit. Tu vois, il y a un truc que je constate, c'est un phénomène extrêmement, qui était complètement marginal autrefois, et qui maintenant, malheureusement, m'arrive à peu près une fois par semaine depuis 1 mois et demi, et ça commence à m'inquiéter sévèrement, mais vraiment sévèrement. Non, mais vraiment. Je trouve que c'est symptomatique d'une baisse de niveau dramatique. Ce sont des commerçants, donc des gens au marché, dans des cafés, enfin tu vois, des gens qui passent leur vie au contact du client et à traiter des transactions. Ils sont sur leur téléphone ? Non, c'est pas ça, c'est qu'au moment où je dois les payer, je les paye et ils ne savent plus faire des calculs simples pour me rendre la monnaie si je leur donne 37 €, enfin si je paye 37 € avec un billet de 50, ils n'y arrivent plus. C'est pas qu'ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi, qu'ils sont fatigués, ça peut arriver, surtout c'est des métiers difficiles. J'allais les défendre de cette façon. Non, mais je comprends très bien. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose une habitude d'avoir recours à des systèmes automatisés qui font qu'ils ont perdu la myélinisation des connexions neuronales. La myéline. Qui sont capables de faire du calcul mental de niveau 6e. On leur a dit qu'il fallait faire attention au cholestérol et qu'il fallait pas manger trop gras. Il se trouve que le cholestérol, c'est indispensable et que c'est lui qui fait la liaison. Il faut qu'il y ait du gras dans le cerveau, donc j'y vois un lien, tu vois, il n'y a pas que ça. Je sais pas, mais en tout cas, ça m'inquiète beaucoup. Voilà. Les fameuses recommandations gouvernementales vont à l'encontre du bon sens. Je suis très inquiet de l'impact des choses, on en avait déjà parlé, mais comme TikTok, etc., de comment la Chine est en train de déstabiliser l'Europe avec ce genre de trucs-là, comme Édouard Bernays avait déstabilisé autrefois les pays d'Amérique du Sud à coup de la propagande. De psychanalyse 2.0 adaptée pour les besoins de la CIA. Vraiment, c'est quelque chose que je vois et qui m'inquiète beaucoup parce que ça affecte mon écosystème direct. Bien sûr. On revit exactement la même chose, sauf qu'aujourd'hui ça fonctionne encore mieux. Parce que contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, les gens ne sont pas plus instruits aujourd'hui, ils ne sont pas plus intelligents aujourd'hui, ils ne sont pas mieux armés contre tout ça qu'avant.
c'est même l'inverse, ils sont beaucoup plus stressés, ils sont plus fatigués, parfois ils sont même plus bêtes, et du coup ils sont ultra perméables à tout ça. Je précise quand même que ce genre de propos qu'on tient là, qui est des propos qu'en analyse transactionnelle, on appellerait ça du parent-parent. Parent-parent, c'est typiquement des... Non mais tu sais, c'est des trucs genre « Oh, les jeunes d'aujourd'hui, oh bah dis donc, effectivement. Ce sont des choses qui sont sourcées scientifiquement, tout de même. Sur la baisse des performances physiques, par exemple chez les jeunes générations, où le taux de testostérone s'est effondré, où les performances physiques se sont dégradées d'à peu près 15-16% selon des études suisses. On a un grand nombre de choses sur le fait que les jeunes générations ne baissent plus, sur le fait qu'un millénial sur 4 n'a pas d'amis. Il y a une dégradation générale, et sur le fait que le quotient... Alors bon, le quotient intellectuel, est-ce qu'il baisse pas, ça c'est des... Bon, ça dépend comment on regarde, ça dépend comment on mesure, c'est compliqué. Mais en tout cas, on a quand même un faisceau d'indices qui amène dans une direction qui est pas super simple. C'est terrible. J'ai envie de préciser un truc. Je suis pas sûr que le quotient intellectuel baisse. Ce dont je suis sûr, c'est que la proportion de ce quotient qui est exploité baisse. Ah voilà, non mais c'est pour ça que je dis la baisse du quotient intellectuel, ça faut regarder, parce que là encore, selon qu'on regarde la moyenne, la médiane, etc., les méthodologies d'évaluation, c'est pas évident. Mais en tout cas, l'inversion de l'effet Flynn, c'est quand même un sujet qui est passionnant. Malheureusement, c'est extrêmement connoté politiquement, et ça rend très complexe les discussions sur le sujet, parce que on est en fait sur un affrontement conservateur-progressiste. En gros, les progressistes qui disent non, ça baisse pas, sous-entendu on a raison d'aller dans cette direction, et les conservateurs qui disent si, ça baisse, on a raison de vouloir revenir en arrière, et que ça c'est un filtre qu'il faut réussir à mettre de côté pour penser la chose avec clarté. Typiquement le discours qui consiste à dire oui, mais vous voulez faire comme vos ancêtres, mais vos ancêtres ils vivaient 30 ans en bonne santé. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, je vois ce que tu veux dire. Oui, il faut sortir de cette opposition-là pour essayer de penser le truc, ce qui est déjà assez complexe. Et c'est vrai que là, c'est des sujets, malheureusement, là, ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de travailler dessus autant que j'aurais aimé, parce que je suis sur d'autres sujets en ce moment. Voilà. Mais je vais y revenir tôt ou tard sur la chaîne. C'est vrai que moi, j'ai tendance à très très rarement citer mes sources, parce qu'en fait, j'en suis même pas capable la plupart du temps. C'est des trucs, j'ai oublié d'où ça vient. Et c'est à force de croiser, et d'emmagasiner, et de moi-même processer l'information et comment dire, la confronter à des choses qui sont fondamentales. À un moment donné, le propre de l'expertise, c'est que tu as une intuition en fait, qui ne se rappelle pas consciemment de tout, mais le subconscient est capable d'arriver à une synthèse des informations processées. C'est exactement ça. Moi, je fonctionnais beaucoup comme ça au départ. C'est avec les années que j'ai compris qu'il y a une grosse différence entre lire des choses pour se cultiver soi-même et lire des choses pour les ressortir à d'autres êtres humains. Et que beaucoup d'êtres humains ne sont pas dans une relation de détente et de confiance vis-à-vis de l'orateur. Et ils ont besoin de sources pour trianguler, parce que sinon ça les inquiète. Je peux comprendre. Là encore, c'est des stratégies mixtes. Donc c'est OK. C'est vrai que j'ai tendance à avoir facilement... à bâtir facilement de la confiance avec mes interlocuteurs, j'ai pas pris cette habitude que de devoir par défaut rassurer les gens qui m'écoutent sur mes compétences. Donc je pars du principe qu'en fait ils vont me croire sur parole parce que je peux pas avoir envie de les tromper. Sauf que c'est un peu naïf. Et que beaucoup de gens ont besoin de savoir d'où vient l'information. Sur le problème, l'intégrité, toi tu sais que tu l'aimes, mais est-ce qu'eux ils le savent? Et puis il y a des gens qui diront aussi, il y a aussi des gens qui se trompent de toute avec de bonne foi. Bien sûr. Et parmi eux, il y en a qui le reconnaissent, mais il y en a qui le reconnaissent. Et je comprends, c'est valable aussi. Ça, c'est un souci, ça, le fait d'être intègre, mais de dire que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Bien sûr. Mais comment ça se fait qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte? Oui, mais la plupart des gens à qui ils ont eu affaire ne l'étaient pas. Oui, donc ils ont bien raison de se méfier. Et puis ils ne sont pas dans notre tête, tu vois, donc bon. Absolument. Avant de te parler de stress et d'argent, de stress et de ressources, peut-être qu'on pourrait développer un petit peu sur... on en a un tout petit peu parlé à un moment, sur les différentes stratégies reproductives. Et des grandes tendances qu'on observe, que ce soit dans les comportements féminins ou masculins, en fonction du contexte. Par exemple, dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, un contexte de déclin civilisationnel, de raréfaction de la ressource, de fin de l'abondance, comme dirait l'autre. Quels sont les changements qu'on observe dans les stratégies reproductives? Est-ce que c'est un truc je sais que c'est un truc que tu étudies, qui t'intéresse pas mal. Ouais, et puis on en avait parlé la dernière fois, je te vois venir et tu me tends une perche pour reprendre sur ce qui avait été coupé la dernière fois, où je sais que ça t'avait pas mal intéressé, où j'avais parlé de l'effet lipstick, c'est ça? Où j'avais expliqué justement que, effectivement, dans les périodes de crise civilisationnelle et de récession, on observait une hausse chez les femmes des dépenses en maquillage et en frais de représentation, vêtements, frais de représentation. Non mais coiffeurs, tu vois, etc.
et que effectivement c'était une manière d'essayer d'être plus désirable, d'augmenter sa valeur en utilisant les leviers qui sont à la disposition, histoire de pouvoir attraper un mâle justement qui soit un bon provider, mais que en fait la compétition sexuelle chez les femmes, du point de vue féminin en tout cas, s'intensifiait dans les périodes. C'est ça, plus de compétition, donc il faut mettre les moyens. Voilà, de raréfaction de ressources. Du coup, je vais acheter des actions L'Oréal. Mais oui, typiquement, c'est l'archétype du raisonnement que quelqu'un de pas trop con va faire quand il connaît cette information-là et qui comprend qu'il y a la guerre en Ukraine ou que la guerre est à nos portes. Moi, je pense que quelqu'un de pas trop con, il va pas se dire ça. Il va se dire, c'est la guerre, les actions vont baisser. Les produits de première nécessité vont pas baisser, mais par contre, le maillage, ça, c'est pas très utile. Voilà. Alors qu'en fait, d'où l'importance de comprendre c'est ça. un des trucs les plus fondamentaux, la représentation. Et du côté masculin, je sais pas s'il y a le même type d'effet, mais je ne sais pas si ça peut expliquer l'engouement pour tout le contenu autour de l'énergie masculine, de se reviriliser, la salle de sport, la muscu. En fait, regarde les différents... tu vois, tu prends un système de représentation de droite et de gauche, tu vois. Un système de représentation de droite. Vraiment, là, je fais de la caricature, mais c'est intéressant. C'est bien d'en faire. Tu vois, c'est le jeune homme de droite, il va aller à la salle, il va essayer peut-être de faire du tir ou un truc un peu... Non, mais tu vois, un environnement paramilitaire, survie, autonomie, même s'il aime pas les arts de combat, il va au moins penser à son propre potager, ou tu vois ce que je veux dire. Il y a l'idée, il y a le spectre que la vie peut être dure. Voilà. Après, peu importe comment... Donc il va prendre tout ce qui nourrit ce narratif. Chacun le prend avec ses goûts personnels, tout le monde n'a pas forcément envie de taper sur un sac ou quoi, mais il y a l'idée, au moins la conscience que la vie peut être dure, tu vois. Même au pire, le mec, c'est juste un bon bricoleur, tu vois. Mais ça veut dire, si la vie est dure, je peux me démerder. Et qu'est-ce que ça va donner ? La nana de droite, elle va justement incarner ce truc de dépenser beaucoup en frais pour être belle, d'aller chez le coiffeur, elle va incarner cet effet lipstick. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de dire, on garde quand même à l'idée que le monde peut être dur, tu vois, dans les deux cas. À l'inverse, tu prends un narratif ou un imaginaire de gauche. Il y a l'idée de dire, non, le monde n'est pas très dur, il y a des allocations, il y a de la solidarité, on va se serrer les coudes, etc., quoi qu'il arrive. Et donc, regarde derrière, tu vas voir les nanas qui vont faire tout l'inverse de ce truc-là, se laisser pousser les poils sous les bras, revendiquer la moustache, etc., etc. Donc, c'est intéressant parce qu'on est derrière en amont, des rapports face à la vie, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans quelle mesure est-ce que je fais rentrer dans ma conscience ce que c'est que la nature. Plus je fais rentrer dans la conscience que c'est que la nature, plus je garde à l'idée, au moins dans un coin, même si je sais qu'on est dans une civilisation et que ça limite quand même les trucs, mais il y a quand même l'idée que ça peut mal tourner, alors que si vraiment on peut tout faire, et dans ce cas-là, on peut tout faire. Pour moi, le meilleur exemple... La violence. Non, pourquoi penser à la violence ? Ça coûte trop d'énergie, quoi. Un des meilleurs exemples, je trouve, pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est la différence de perception de la nature. Encore une fois, on fait de la caricature, mais chez un gauchiste ou chez un droitard. Le gauchiste, il y voit quelque chose auquel il a envie de se reconnecter, quelque chose où tout n'est qu'amour, la nature, Gaïa, les animaux. Il oublie tout le côté, n'importe quel parasite ou agent pathogène peut te terrasser en une semaine, n'importe quel animal sauvage peut soit t'empoisonner, soit te mordre, soit te dévorer. Il oublie tout ça. Il y a le droit à la santé, il y a l'idée du droit à la santé, de faire un faux droit à la santé. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que quand tu sais que par exemple, pour revenir sur la sélection sexuelle justement et ce genre de thème, quand tu sais que justement tu as des travaux qui montrent que l'attractivité d'une personne, homme ou femme, ça dépend à 70% au minimum de son IMC. Tu comprends le culte. Enfin, dans les deux systèmes de représentation, tu vois qui dit fat is positive et qui se dit tiens, je vais aller à la salle. Ouais. On va pas dire qui est qui, on va laisser les auditeurs. Voilà. Faut deviner, ouais. Mais non, tout ça se rejoint parfaitement, de manière parfaitement logique. Alors, en lien avec tout ce qu'on vient de dire là sur les stratégies reproductives, il y a un vaste sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet, alors plus largement, de la ressource sous toutes ses formes, que ce soit de la calorie, enfin en fait c'est toujours de la calorie comme dirait l'autre, de l'énergie, dont t'embrasse, voilà, dédicace, que ce soit de la nourriture, que ce soit du bois de chauffage, que ce soit des billets de banque, des pièces d'or, du sel, du savon, des timbres, ce que tu veux. Bon, l'homme est devenu tellement fou qu'il croit stocker de la valeur dans des trucs qui n'en ont pas. Mais... Des réserves de valeur au sens large. Oui. Ou des œuvres d'art, ce que tu veux. Donc ce sujet-là, de manière générale, donc, forcément ça nous amène à l'argent, au concept d'argent. Je sais que tu avais fait une vidéo sur le sujet que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, qui s'appelait « Ce que l'argent fait à votre cerveau ».
Ce que Frédéric Delavier d'ailleurs avait repartagé et tout. Et du coup, merci Fred, du coup. Je l'avais vu à l'époque, il faudrait que je la revoie pour me remettre à jour. Mais du coup, je voulais aborder ce sujet-là parce que forcément c'est en lien avec ma thématique centrale, la gestion du stress. C'est aussi très en lien avec le contexte et avec tous les autres sujets qu'on a abordés finalement. Parce que pourquoi est-ce qu'on est en économie cognitive? Pour économiser l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on adapte ces stratégies reproductives en fonction de à quel point l'énergie est disponible ou pas? J'ai l'impression que tout ramène un petit peu à ça. Tout est calories. Et là, je voulais avoir un petit peu ton avis sur le sujet. C'est pas vraiment une question. C'est comme question. C'est pas vraiment une question. Je vais essayer de préciser un petit peu. L'argent, point. Tu sais, ça fait sujet d'hippocane, tu sais. Complètement. Non, un point que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce qui explique, selon toi, les différences individuelles en termes de rapport à l'argent? Il y a des gens qui sont très anxieux avec l'argent, avec l'énergie, la ressource de manière générale, qui ont une aversion au risque très forte. Et tu as des gens qui ont un rapport à l'argent complètement différent, qui sont des flambeurs, qui aiment prendre des risques, qui n'ont pas peur de perdre de l'argent, de risquer de l'argent, et qui se comportent un petit peu de la même façon avec tout ce qui peut symboliser de l'énergie, en fait, que ce soit de la nourriture. Le rapport à l'argent, il va renvoyer assez vite au rapport à la mort, parce que ne pas avoir d'argent, c'est crever de faim dehors, etc. Ou à la maladie, pas pouvoir se soigner. Enfin, tu vois, on est très vite sur le rapport à la mort. Et donc, très très vite, ça nous renseigne beaucoup justement sur le niveau de sérénité et de lâcher prise de l'individu. Mais je dis ça, c'est pas une qualité intrinsèque. Là, pour le coup, la plupart du temps, c'est directement transmis par le milieu. C'est-à-dire que là, vraiment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de facteurs génétiques, ça, je ne les connais pas. Je ne suis pas compétent sur l'aspect génétique de l'éventualité d'un rapport à l'argent. Je n'ai jamais rien lu sur le sujet. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez des choses, ça m'intéresse. Ça sera plutôt épigénétique, je pense. Mais en tout cas, ce qu'on sait de façon assez claire, c'est qu'un individu, un enfant, qui a grandi dans un milieu dans lequel, quand il avait faim, il galérait et le frigo était vide et il devait demander à papa, maman, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il développe une habitude, voire des habitus, dans lequel il n'est pas serein avec ça. Et comme il n'est pas serein avec ça, gamin, il va avoir donc un frayage cognitif initial, un conditionnement initial, et quand il va arriver à l'âge jeune adulte, etc., il va tout faire pour avoir ou alors un frigo trop plein, histoire de plus jamais revivre l'horreur de ce qu'il a vécu gamin, c'est de prendre une revanche, ou alors justement il va rester dans les habitudes et les habitus de son enfance, et il va faire comme s'il a toujours fait et se maltraiter, etc. à cet endroit-là. Mais à cet endroit, ça c'est typiquement des choses qu'on peut travailler en thérapie avec un bon thérapeute pour essayer de... Parce que ça s'apaise, ça peut s'apaiser à partir du moment où c'est un traumatisme, mais comme tout traumatisme, ça peut se réintégrer à l'intérieur de l'individu. Et d'ailleurs, j'encourage les auditeurs, si jamais cette description du rapport à l'argent leur parle, il y a vraiment moyen de retrouver une forme de sérénité par rapport à ça, et heureusement. Je pense que c'est typiquement le genre de truc où il y a de la plasticité et où il peut y avoir un travail. Complètement. Okay. Donc c'est beaucoup ça. Et dans quel... Parce qu'un individu qui qui n'a jamais manqué de rien, tu vois, dans son expérience subjective, je veux dire, c'est pas forcément réel, mais qui n'a jamais eu le sentiment de... Parce qu'il y a aussi des individus qui pètent dans la soie, mais qui vivent un truc comme ça, de oh mon Dieu, donc ce qui compte, c'est la subjectivité de l'individu, c'est pas l'objectivité des faits. Mais un individu qui a jamais eu cette sensation de peur viscérale, profonde là-dedans, il va se dire quelque part, je peux rater, je peux planter une boîte, perdre énormément d'argent, c'est pas grave parce qu'il y a une base sécure. D'accord. Il y a une base sécure à ce moment-là. Une question que je me pose, c'est que là finalement, ce dont tu as parlé, c'est le fait d'être sécurisé par les parents. Sur le plan matériel. Ouais, logistique matérielle. Qu'en est-il du fait d'être sécurisé sur le plan émotionnel et psychique? Enfin en fait, ce qui compte, la base de tout, c'est la présence parentale, le fait qu'il soit là pour assurer. Et présence au sens humain, pas au sens juste physique. Il y a des gens qui sont là sans être là. Mais c'est ça dont je parle. Parce qu'en fait, le frigo peut être plein, mais l'interaction émotionnelle être totalement nulle. Si le cœur est vide, ça va créer d'autres problèmes, mais ça créera des problèmes ailleurs. Mais ça va créer des... Là, après, on part sur la théorie des troubles de l'attachement, etc. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment... Est-ce que tu vois, toi, des liens entre le rapport à l'argent et ce type de manque-là, le manque d'interaction émotionnelle et de présence
physique Non, des parents. non, je crois pas. Enfin, je peux me tromper, mais j'ai pas de données là en tête. Je me souviens pas avoir lu le papier dessus. Je pense que ça existe. Je suis même sûr que ça doit exister. Mais en tout cas, a priori, je ne crois pas qu'il y ait de lien. Il y a des troubles de l'attachement en plein milieu du 16e arrondissement, dans les milieux les plus favorisés. Il y a des attachements désorganisés. Complètement. Et d'ailleurs, n'importe quelle personne qui travaille en institution psychiatrique voit très bien qu'il y a des gens qui font des décompensations lourdes ou qui souffrent d'attachements désorganisés et qui s'appellent Charles-Henri Gonzague du Poitou. Donc après, il y a peut-être une légère prévalence supérieure dans certains milieux, c'est pas impossible, mais je pense pas que ce soit très très marqué. Parce que l'argent n'immunise pas contre les désordres affectifs. Bien sûr. Et être riche ne te répare pas au niveau du cœur. J'ai même l'intuition que c'est l'inverse, c'est que souvent, il y a une corrélation inverse entre le temps que les parents passent à bosser et donc la capacité qu'ils ont à générer de l'argent et l'investissement qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs enfants. Je ne sais pas. Je ne parierai pas dessus, non. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des femmes battues, effectivement, dans les beaux quartiers de Saint-Cloud aussi. Donc non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit lié directement. Par contre, vraiment, l'insécurité, l'enfant qui a eu peur de ne pas avoir assez d'argent, qui a vu aussi, qui a introjecté l'image de parents incapables d'avoir un toit et qui vivaient dans la précarité, et ben justement va en tirer comme conclusion que le monde est dangereux, que le monde est instable, et donc il va se trimballer ce fardeau-là. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le cadre d'accompagnement thérapeutique, de remplacer cette anxiété profonde par une forme de tranquillité, de dire non, tout va bien, on peut se détendre et de ne pas... Il y a aussi des enfants qui ont essayé de se charger de ça pour les parents, ça c'est encore pire. Oui. Ça c'est encore pire, c'est vraiment de se dire papa ou maman n'arrive pas à joindre les deux bouts, et bah tiens papa, maman, j'ai ramené 10 francs de la cantine, tu vois, j'ai pas mangé ce midi pour garder 10 francs de la cantine pour aider, tu vois, l'enfant qui se rend pas compte que c'est rien et que ça va pas aider. Alors ça c'est encore pire, parce qu'il y a l'idée ça renvoie dans ce cas-là l'image que les parents sont incapables de faire leur travail et que c'est à l'enfant de tout faire lui-même, et donc ils vont avoir tendance à se charger de tout l'environnement derrière, donc ça c'est terrible aussi. Donc, si tu veux, c'est des problématiques qui sont extrêmement variées et qui peuvent prendre une grande variété de formes. Donc, on peut dire des grandes lignes, mais ça reste toujours limité par rapport à la richesse de l'expérience individuelle, si tu veux, singulière. S'il y a bien des gens qui font des grandes lignes là-dessus, c'est les gourous du dev perso qui en font un de leurs sujets de prédilection. Le rapport à l'argent, et ça y va à grands coups d'auto-hypnose et d'affirmation positive, mais je pense pas que ce soit très efficace. Mais juste pour rebondir sur les stratégies reproductives et l'argent et la peur de tout ça, ça reste quand même quelque chose de valable, et il y a énormément de travaux qui montrent, j'enfonce des portes ouvertes, mais qu'en effet les femmes aiment bel et bien les hommes qui sont capables de leur faire passer des bons moments autour d'un repas, que ce soit des invités au restaurant ou de cuisiner, mais en gros ça va de 86% à 92% selon les études, Goodall, Cano, McGraw, etc., qui montrent que donc on est sur des pourcentages qui crèvent le plafond, donc bon, c'est pas étonnant puisque tout le règne animal fonctionne comme ça. Il faut vraiment être dans le déni pour croire qu'on pourrait se soustraire de ça alors que tout le règne animal fonctionne comme ça. Mais complètement, mais de toute façon, il y a même d'autres études qui montrent que même des féministes qui disent « Non, moi je suis pour l'égalité », en fait, apprécient réellement quand un homme les invite au restaurant, tu vois. Donc c'est vraiment la dissonance. C'est vraiment le fait d'être complètement hors sol et de renier sa part animale. Ça fonctionne pas dans le réel, même pour des gens qui militent dans ce sens, quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir envie... Attends, je peux te couper juste un dernier truc, parce que je me souviens que j'avais vu passer une vidéo de Noémie Delattre, tu vois, grande féministe devant l'Éternel, et qui disait « Mais j'ai beau avoir des idées, en fait, quand un homme me traite comme ça, j'arrive pas à le désirer. Oh là là, c'est fou comme j'ai été conditionnée, tu vois. » Et elle se disait « J'ai vraiment été conditionnée à ce point-là par le patriarcat. » Elle remettait pas en cause. C'était terrible. C'est ce que tu as dit au début, c'est ne voir que la vie à travers sa propre existence. Genre, j'ai vraiment été conditionné. Non, c'est des milliers d'années d'évolution qui ont conditionné tes réactions instinctives à ce qu'elles sont. Ouais, mais si tu comprends ça,
Si elle comprenait ça, elle comprendrait l'arnaque derrière sa vision de ce qu'elle appelle, elle, le patriarcat. Et du coup, elle comprendrait que la colère qu'elle ressent n'est pas liée à l'environnement, mais à son propre père. Et là, elle serait obligée de faire face à des choses qui sont refoulées dans son ombre. Et je parle de Noémie, mais je la vois faire sa thérapie, elle avance, mais c'est long et compliqué. Mais c'est un pattern qui est tellement classique chez de nombreuses féministes, malheureusement, que... Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut être viscéralement coupé de la réalité à ce point-là? Est-ce que, je me demandais si c'était quelque chose de totalement inconscient ou s'il y avait une part de conscient là-dedans, si c'était une question de volonté de ne pas voir. C'est ce que tu viens de dire là, c'est que plus on avance dans la vie, et plus on se construit sur un narratif aussi faux soit-il, plus c'est dur de le modifier parce qu'on doit détruire ses propres fondations pour les reconstruire. Et ça, c'est trop d'incertitude. Et puis la conscience aussi est une queue de paon. Biologiquement parlant, la nature n'en a rien à foutre que nous soyons conscients, que nous ayons une capacité de métacognition. La nature s'en fiche. Ouais. Ça ne remplit pas les fonctions de base. Mais voilà, complètement. Alors là, j'en ai bien conscience, mais j'ai un point de vue qui donne dans la caricature d'un point de vue strictement biologique. Ouais. Évidemment que la vie ne se résume pas au biologique, évidemment. Évidemment. Il faut partir de cette base-là. N'empêche que, voilà, à un moment donné, c'est Cynthia qui a 80 de QI et qui est coiffeuse dans le Vercors qui va faire 5 enfants, tu vois. Ouais. C'est pas Marie-Jeanne qui fait une thèse en sociologie appliquée... tu vois, en lien avec la physique quantique à la Sorbonne avec un QI de 150, tu vois. Enfin, c'est idiocratie, quoi. Ouais. Tu veux dire que... Oui, ça c'est un très bon exemple pour illustrer ce que tu viens de dire. Que la nature n'en a rien à foutre de la conscience et de l'intelligence et que c'est juste un artifice. La nature au sens bas de gamme. Ouais. Après, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'homme et est-ce que l'homme est plus que sa biologie? Moi, je pense fondamentalement que oui. Bien sûr. Mais c'est... Là, après, on rentre dans le domaine spirituel. Donc... est-ce que... J'ai envie de dire, en fonction du contexte... Est-ce que c'est plus avantageux que l'homme soit spirituel ou qu'il se comporte comme un animal, quoi? Non, mais il le décide pas, justement. C'est pas qu'il le soit, c'est qu'il se comporte comme. Mais c'est pas la même chose. Qu'il l'est de toute façon, mais est-ce qu'il l'ignore ou pas? Oui. Tu vois? Est-ce qu'il y a accès ou pas? Est-ce qu'il a besoin de se poser ces questions ou pas? Moi, je pense que oui, comme toi. Sinon, pas bien loin, même. On en a déjà parlé un peu, mais ouais, je voulais... Pourquoi pas te lancer là-dessus? Gestion du stress et peur du rejet. On en a parlé. On en a parlé à différents moments de manière indirecte. Comment faire pour aller vers autrui et gérer le stress lié à un rejet potentiel? Quelques petites astuces, c'est ça la question? Par exemple. Je te sens. Parce que l'anxiété sociale, je te parle de mon expérience personnelle, je veux dire... L'anxiété sociale, c'est un truc que je vois ressortir énormément parmi les gens qui m'envoient des messages, qui mettent des commentaires sur mes vidéos ou mes posts. Enfin, j'ai l'impression que c'est le truc, c'est la principale contrainte des gens qui ont du mal à gérer leur stress. Mais on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien, ça fait un fil conducteur. Quand je disais qu'un millénial sur 4 n'a pas d'amis, n'a pas d'amis. C'est terrible. C'est 1 sur 4, 25%, t'imagines? Mais est-ce que c'est colossal. Et ça tient aussi à d'autres caractéristiques de cette génération qui ont été étudiées par les psychosociologues. C'est un taux de narcissisme beaucoup plus élevé que les générations passées. Est-ce que c'est lié au manque de croyances? Alors, c'est multifactoriel. C'est lié au fait, effectivement, d'avoir grandi dans une société qui a en effet coupé les ponts avec ses racines spirituelles. C'est très con, mais les racines spirituelles, ça soudait aussi le groupe, et donc ça sortait de son narcissisme. Or là, c'est une génération qui est née avec des appareils technologiques dans lesquels la présentation de soi et la représentation de soi, la mise en récit de soi était fondamentale. Donc il faut se créer un personnage et un avatar, si possible qui présente bien. Et donc, quand notamment pour les jeunes, les plus âgés ont un peu plus de recul, mais là je parle vraiment des millennials, voire même de la génération Z, lorsque on doit se présenter comme ça, évidemment que l'avatar n'est pas le réel. Donc le problème, c'est que rentrer en relation avec autrui, c'est reconnaître à demi-mot que l'avatar est un mensonge. Et ça, c'est une chute de l'estime de soi qui m'évoque inexorablement les grandes blessures de l'humanité, hein, tu sais, que ce soit...
que ce soit Freud qui a montré qu'il y avait un inconscient et que nous on n'était pas conscient, que ce soit, enfin, etc. C'est-à-dire que l'arrivée de la modernité réellement dans la vie et la rationalité du paradigme rationnel met toujours un coup à l'estime de soi des individus. Avant on était le fils de Dieu, là on arrive en étant un demi-chimpanzé qui doit essayer de devenir humain. Donc c'est quand même c'est une brisure narcissique absolument terrible. Et donc ces individus-là doivent se retrancher dans la thébaïde de leur personnage, dans une espèce de tour d'ivoire, et dans lequel ils ne peuvent pas sortir sous peine de se rendre compte qu'ils sont perdus dans un mensonge social. Alors que les gens de ma génération, même s'il y avait plein d'autres problèmes à notre génération et que je ne suis pas sûr de penser comme Zemmour que c'était mieux avant, c'était comme c'était, mais nous on avait sauvé par le gong et ça change tout. Non, plus sérieusement, les rêves de vieux, putain. Je suis sûr que tu connais même pas en plus. Pas du tout. Et voilà, c'est ça, mais c'est pas grave. Je me suis fait plaisir. Je me suis vraiment fait plaisir là, tu vois, pendant une minute, c'était génial. Mais on a grandi dans des collectifs. Et dans des collectifs qui se vivaient comme des collectifs. Vraiment. Moi, la France, j'ai reçu la propagande et l'endoctrinement de l'éducation nationale sur la France, tu vois. Évidemment que les jeunes le reçoivent aussi, mais ils sont beaucoup moins dupes. Parce qu'à côté de ça, ils ont Internet, ils ont même leurs parents qui ne sont pas dupes, etc. Et donc, ils sont nés dans des niveaux de réalité qui font que ça augmente le narcissisme, une forme d'égocentrisme, et que c'est pas évident d'aller rencontrer l'autre. Par défaut, ça augmente l'anxiété. Et donc, par défaut, ça développe l'anxiété parce que tu es tout seul dans ton univers virtuel et t'as pas l'expérience du rejet réitéré encore et encore, alors que ça, tu l'as forcément quand tu es dans un collectif. Ouais. C'est obligatoire. Et puis je crois que pour être capable d'être serein et d'être en paix avec l'idée que tu es un individu, il faut déjà avoir, comme tu l'as dit, accès à certains niveaux de réalité. Alors que tu peux être serein et en paix beaucoup plus facilement si tu te sens dilué dans le collectif, j'ai l'impression. En tout cas, le collectif te soutient en cas de problème. Ouais. C'est l'intérêt. Si tu es seul face à toi-même, alors tu as intérêt d'être bien solide et construit sur des fondations solides. C'est ça. Et d'avoir déjà bien maturé pour être capable de trouver la paix. Sinon, Mais c'est un paradoxe, parce que le niveau de réalité, justement, moyen de la jeune génération est paradoxalement plus complexe que celui de l'ancienne génération. Oui. D'ailleurs, ils le voient, ils le sentent quand ils discutent avec le tonton raciste, ils voient bien qu'ils comprennent des trucs que le tonton ne comprend pas. Mais l'inconvénient, c'est que même s'ils ont accès à une complexité cognitive supérieure, ils le font trop vite et trop tôt. Ils sont bâtis sur du sable. C'est-à-dire qu'ils sont bâtis sur du sable. Et c'est là où il y a besoin d'une éducation plus classique pour ensuite arriver au même endroit. Mais comme quoi, c'est pas tout d'être à un endroit, la question c'est aussi quel chemin tu as fait pour y arriver. Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de domaines. Tu vois, dans le domaine de la formation, moi ça me fait toujours tiquer quand je vois marquer peu importe le domaine, mais formation accélérée. Tu vois. Formation accélérée, tu peux être sûr que non, le propre d'une formation, c'est que ça prend le temps en fait qu'il faut, c'est tout. Bien sûr. Mais bon, ça fait très vieux con, hein, mais il n'empêche que là encore, ce que je dis n'est pas que des considérations morales, mais est soutenu par un certain nombre de travaux et d'études sérieux. Ce que tu dis là, c'est civilisationnel. Oui. C'est-à-dire qu'on le retrouve jusque dans les bâtiments qu'on construit. Oui. Aujourd'hui, on construit des bâtiments qui, j'ai envie de dire presque littéralement, sont construits sur des fondations fragiles, comme les humains en fait, et qui au bout de 10 ans ne ressemblent déjà plus à rien. C'est une fuite vers la médiocrité, une fuite vers le simple. On en a déjà parlé tout à l'heure, je ne sais même plus à quel moment. Mais... C'est un sujet que je reprends dans un interview que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo-là, mais enfin, si jamais il est déjà sorti, c'est mon tout dernier interview avec Lisa, et si jamais il n'est pas sorti, il arrive, dans lequel justement on explique, parce qu'elle est maîtresse d'école, et dans lequel on explique comment est-ce qu'on est en train de préparer les jeunes générations à une société de contrôle à la chinoise. Et donc ça se fait en permettant aux individus de devenir des travailleurs rapidement, parce que la société de consommation a besoin de ça, mais sans avoir de socle solide, sans avoir de socle familial solide, sans avoir de couilles développées et sans avoir de culture classique qui permettent de pouvoir réfléchir les injonctions données par le système. Mais ça se retournera forcément contre ce système. C'est vraiment Frankenstein, quoi. Ça me fait penser au savant fou qui pense qu'il a trouvé la solution.
C'est l'hubris de nos élites. Oui, c'est les élites folles qui pensent avoir trouvé la bonne recette pour faire des humains suffisamment intelligents pour continuer à bosser pour eux, mais suffisamment cons pour pas se rebeller. Oui. Ça marche pas comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on parle de société de contrôle à la chinoise, mais c'est paradoxal parce que justement, dans les temps anciens, l'approche confucianiste justement du pays avait une forme de robustesse très intéressante. Mais bon, comme quoi, il suffit d'une ou deux générations dont tu laves le cerveau convenablement pour faire un New Deal en psychologie, comment dirais-je, chez les spin doctors et autres personnes qui fabriquent l'opinion, on appelle ça l'amnésie civilisationnelle par traumatisme fondateur. C'est une manière de réinitialiser le cerveau d'une population et tout lien avec les événements qui se sont passés entre 2019 et 2022 n'est pas totalement fortuit, d'autant que maintenant on a les dossiers qui tombent et qu'on voit que le truc a été créé de toutes pièces, que ça n'avait en fait pas vraiment de réalité sanitaire et que on était donc bel et bien dans une stratégie de psy-ops de domestication. Voilà. Et donc là, ils sont en train de dérouler la suite, maintenant que le traumatisme civilisationnel a eu lieu. Il y a quelques années, j'aurais pris beaucoup plus de pincettes pour dire ça. J'aurais dit c'est une hypothèse de travail intéressante. Aujourd'hui, je peux me permettre d'être catégorique. J'ai assez d'informations pour me permettre d'être catégorique. Ouais. Et tu as dit, comment tu appelais ça le terme technique? L'amnésie civilisationnelle par traumatisme fondateur. Et donc ça, tu penses que par un traumatisme ponctuel ou même un traumatisme sur 40 ans, on peut reprogrammer... Ah non, mais c'est pas sur 40 ans du tout, c'est sur beaucoup moins de temps que ça. Oui, hein, je pensais à une politique, mais c'est même pas ça, c'est des événements ponctuels. Tu penses que ça peut... J'ai déjà la réponse à ma question en fait. Ma question c'est, est-ce que tu penses qu'une tentative de reprogrammation ponctuelle peut faire dévier les comportements, les idées, la conscience des gens, les préférences, les goûts des gens, au point de refaçonner même leur comportement instinctif? Et du coup, je pense que la réponse est non, raison pour laquelle tout ça est voué à s'effondrer et que finalement... Mais en général, les spin doctors, c'est pas vraiment ce qu'ils cherchent. Parce que à un endroit, toute personne qui a un peu étudié, mais on peut être spin doctors et avoir étudié que son petit précaré, malheureusement. La plupart du temps, ce qu'ils cherchent, eux, c'est de la politique. C'est-à-dire, il s'agit d'agréger les gens d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait avec l'Alsace et la Lorraine, par exemple. Quand tu récupères deux provinces comme l'Alsace et la Lorraine, tu vois, qui sont à cheval sur deux cultures, bah, tu as intérêt à hypnotiser puissamment les gens qui y habitent si tu n'as pas envie d'avoir une guerre civile pas longtemps après. Parce que si tu le fais pas, ça fait ce qui s'est passé en Yougoslavie, ça fait ce qui se passe en Afrique quand tu as quelqu'un qui arrive, qui trace des frontières arbitraires au nom de la politique. Et ben, n'empêche que si les gens ne sont pas réhypnotisés derrière, ça ne tient pas et à la fin, politiquement, tu n'arrives pas à maintenir ton empire. Donc il s'agit juste de maintenir la cohésion à des buts de pouvoir, si tu veux. Donc, toujours à leur horizon de temps. Voilà, mais l'idée, c'est quand même de maintenir quelque chose. Sinon, bah, ça, je te dis, ça pète comme dans les Balkans. C'est marrant ça. Parce que du coup, je me dis, mais des élites qui sont elles-mêmes déconnectées de toute forme de sacré ont le même problème que tout le monde, à savoir un horizon de temps qui se réduit. Pardonne-moi de te couper, mais elles ne sont pas déconnectées de toute forme de sacré. J'y ai pensé en le disant. Elles sont connectées à d'autres formes de sacré qui sont lucifériennes. Ouais. Tu regardes, mais il suffit de faire quelques recherches, c'est pas très compliqué, ils ne se cachent pas. Ouais. Je veux dire, les symboles d'appartenance à des fraternités occultes sont sur Internet, se trouvent facilement. Tu regardes la reine d'Angleterre qui est connue pour arborer des bijoux avec des têtes de Baphomet dessus, etc. C'est des choses, c'est pas Photoshop, quoi. Tu vois, c'est très clair. En posant mon raisonnement, j'ai pensé au fait que non, ils sont absolument pas coupés de toute forme de sacré. Pas du tout. Les cérémonies du tunnel du Gothard dans lequel tu as des diables et des anges déchus, des machins. Je veux dire, c'est filmé, c'est sur YouTube. Ouais, tu vois. Bien sûr. Donc, bon. Mais c'est un autre logiciel. C'est la difficulté pour l'homme de la rue, pour le bon gars, pour le bon français, pour le gilet jaune, qui n'a toujours connu qu'une forme de fraternité ouvrière, tu vois, qui se dit « Non mais on est ensemble, on est des bons gars, t'as un problème, je t'aide », tu vois, qui est un vrai bon gars, tu vois, qui a vraiment du cœur. Moi j'aime cette France-là, j'aime le cœur de cette France-là, tu vois.
qui a du cœur comme ça, il n'arrive même pas à concevoir l'existence d'une autre spiritualité, d'une contre-spiritualité, basée sur le sacrifice, sur la prise de pouvoir, l'objectisation d'autrui, l'hypnose de masse et les pires horreurs que je ne vais pas citer pour l'algorithme, mais vous avez bien compris de quoi on parle. Voilà. Hein. Il y a eu un film, 1 sur 5, il n'y a pas longtemps. Ça, voilà. Et il ne le comprend même pas. Et moi, au départ, quand j'avais fait Hypnomachie, un de mes buts, c'était d'essayer d'expliquer et de vulgariser à ce public-là comment pensaient les élites. Parce que comme j'avais beaucoup travaillé, et que pour des raisons que je ne vais pas expliquer là, mais j'avais très jeune une connaissance très fine et profonde pour mon âge de ce qui se passait dans ces milieux-là, je m'étais dit, je vais expliquer, tu vois, à l'âge de 34 ans, un truc comme ça, je me suis dit, ça va, j'en sais assez pour pouvoir essayer d'expliquer. Et c'est chemin faisant que j'ai compris que le conditionnement culturel, l'hypnose culturelle était tel que le message n'allait pas pouvoir passer parce qu'il fallait d'abord permettre aux gens de faire tout un travail de déconstruction, et c'est comme ça que j'ai dit, ok, faisons ce travail-là, et que j'ai proposé aux gens. Voilà. Tu vois, au fond des choses, ce que moi j'essaye de faire, c'est un peu la même chose, mais je suis convaincu, je dis mais, et je suis convaincu que pour permettre à quelqu'un de faire ce travail, à moins que ce soit vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent, pour qui ce sera beaucoup plus facile, alors il faut lui donner les bases en termes d'hygiène de vie. C'est pour ça que c'est un peu pour ça que je fais tout ça. Parce que tu penses que, effectivement, si un individu, est-ce que tu penses qu'un individu qui, quelque part, a tellement de problèmes de santé que ça lui accapare toute son énergie mentale, n'aura pas d'énergie pour justement. Ça me paraît limpide. C'est vraiment en mode Maslow, machin. Ok. Je savais pas. C'est-à-dire que, pour moi, quelqu'un qui est en stress en permanence, qui mange des aliments remplis de substances toxines et vides de nutriments, qui ne dort pas assez, qui ne fait pas suffisamment d'activité sportive, ou qui en fait trop parce qu'il a été conditionné à croire qu'il fallait qu'il soit un super-héros et qu'il aille à la salle tous les jours, quelqu'un qui est dans cette situation-là, il a tellement peu de ressources disponibles pour penser qu'il va avaler la clé de sa propre prison et ne ressortira jamais. Donc oui, je pense que c'est un des principaux leviers, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à ceux qui peuvent le comprendre. En vulgarisant un maximum et en prenant des pincettes pour éviter d'effrayer certains qui vont se dire « Oh là là, il est complètement fou, je me désabonne », tu vois. Ce qui serait dommage, quand même. Mais oui, non, c'est une des bases du travail que j'essaie de faire. Mais tu vois, par exemple, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les stratégies reproductives, etc., et là on parle des places dans la hiérarchie sociale, en fait. Tout ceci est intimement lié également, alors là encore il s'agit de corrélation générale, mais au taux de testostérone. Bien sûr. Pour le grand public, je pense que tu auras des choses à dire là-dessus, mais le grand public se fait en général une fausse idée de ce que c'est que la testostérone. Il l'associe en général à des gars super balèzes, super musclés, etc. Alors que quand on regarde les taux de testostérone, un grand nombre de culturistes, en général, au contraire, ça dépend comment ils s'entraînent, s'ils prennent des produits ou pas, ça dépend de plein de choses en réalité. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il ne s'agit pas juste de se dire Jean-Eudes qui mange du quinoa, le bobo, tu vois, du marais a un taux de testostérone bas, et Francis le culturiste comme ça, qui a des machins a un taux de testostérone. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin que ça. Et justement, la testostérone a tendance à monter chez les vainqueurs des affrontements éthologiques, à baisser chez les perdants d'affrontements éthologiques. Alors, ça baisse chez les perdants à la fois de quand ton boss t'a dit « fermez la Berthier », que tu te l'es fermé, ça baisse. Mais ça baisse aussi quand, si tu es fan de foot et que l'équipe de France se fait battre par l'équipe d'Espagne, et le taux de testostérone des Français fans de foot va baisser parce qu'il y a un phénomène d'identification avec le groupe, etc., etc. Donc, et c'est valable dans des guerres aussi. Donc c'est vraiment aussi à l'échelle des groupes auxquels on s'identifie. Et donc moi, ce que je voulais expliquer, c'est comment pensent des gens qui ont un haut taux de testostérone et qui sont des putains de dominants éthologiques. Je voulais l'expliquer à des dominés éthologiques. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est une abstraction qui est trop grande. La nature n'a pas prévu qu'ils le comprennent. Exactement. Donc en fait, on peut toujours essayer de faire des petits paliers, comme tu fais avec la santé, mais que faire un grand saut, c'est pas possible. C'est trop. C'est les arracher du fond de la caverne de Platon et les mettre en plein soleil. C'est ça. Une fois qu'ils ont pris un coup de soleil, ils retournent au fond de la caverne. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est à un moment donné, je voulais essayer de créer une sous-culture qui permettrait une espèce de passerelle comme ça,
Mais comme le dit Wilson, les gènes tiennent la culture en laisse et il y a une espèce de mur de Planck analytique qui fait que tout n'est pas systémique et on a beau créer un environnement facilitant, ce ne sera pas possible à un certain point. Laborie, la nature a prévu les choses pour qu'elles fonctionnent sous forme d'échelle de dominance hiérarchique et c'est souhaitable que ça se passe comme ça parce que si c'était pas le cas, ce serait le chaos. Selon moi. Je sais pas, je suis pas sûr de te suivre dans ta lecture de Laborie, mais je peux l'entendre sans problème. Je fais des raccourcis dans ce que je viens de te dire là, mais intuitivement, je le sens comme ça. Ouais, moi, j'aurais tendance à croire au contraire qu'on peut tout à fait, qu'on peut s'abstraire du fonctionnement de Rad Laborie par l'éducation et le développement de la conscience et une forme d'instruction. Ah, j'en suis persuadé, mais je dis juste que à un QI moyen de 100 points, ça n'est pas possible. Ok, je suis d'accord. Alors, ça va, je suis d'accord. à 120 points de QI moyen, on peut faire quelque chose. Les gens peuvent. Le pourcentage d'autodétermination moyen peut augmenter suffisamment pour que les gens dissipent leur anxiété autrement qu'en se foutant sur la gueule les uns sur les autres, en faisant un footing ou un cours de boxe, ce qui permet de sociabiliser en plus. Mais à 100 de QI moyen, ça n'est pas possible. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, est-ce que c'est. Partant de ce point de ce constat-là, à quel point est-ce que c'est problématique que Magali 80 QI fasse 5 fois plus d'enfants que celle qui en a 130, tu vois. Mais en sachant aussi que quand même, pour continuer ton avis, en sachant quand même que les enfants de Magali avec un QI plus bas, il y en aura plus qui mourront parce qu'ils feront de la merde. C'est-à-dire qu'on sait aussi que le quotient intellectuel est lié, enfin un faible quotient intellectuel est lié à une plus grande mise en danger de soi, notamment pour des raisons de reproduction. Et que bon, donc là encore, j'aurais tendance plutôt. La nature s'autorégule. Ouais, voilà, elle s'autorégule très bien, tu vois. Depuis que j'ai vraiment, je me suis imprégné de cette idée que la nature s'autorégule à tous les niveaux, à toutes les échelles de temps, dans des cycles inscrits dans d'autres cycles, etc. Je suis en paix avec tellement de choses avec lesquelles j'étais fâché avant. C'est incroyable. Mais étudier permet d'apaiser la peur et l'angoisse, justement. Hein. C'est quand même une vertu de la connaissance. Tu vois ? Quand je me dis, putain, mais le wokisme, c'est quand même complètement dingue et ça nous emmène droit dans le mur, je me dis aussi, oui, mais finalement, la nature est bien faite. Et les gens qui sont, de mon point de vue, les plus dégénérés idéologiquement, ne vont pas faire d'enfants. Soit parce qu'ils ne pourront pas, soit parce qu'ils n'en auront pas envie. Et donc, très bien. Et ça, tu vois, c'est typiquement une façon de penser des élites de Davos, tu vois, qui, tout en se disant, parce qu'eux, ils se posent des questions, même s'ils ne l'avouent pas comme ça dans les grands médias, mais quand il ne faut pas non plus être Einstein pour deviner quelles sont les questions qui se posent. Et parmi les questions qui se posent, il y a l'idée de la surpopulation, de la raréfaction des ressources, et là encore, de que faire des imbéciles. Oui. Et donc, mais c'est pas moi qui le disais, c'était Jacques Attali qui a tendance à nous raconter, il suffit qu'on l'écoute, mais à nous raconter ce qui se dit dans ce genre de forum, mais où il disait, on va proposer par ingénierie sociale des choses qui seront mauvaises pour les gens, mais on n'obligera personne à le faire. Comme ça, on fera juste de la propagande et on martèlera la propagande. Et comme ça, toutes les personnes éduquées se diront « bah non, c'est une bêtise ». Et toutes les personnes non éduquées iront, et je le cite, ça c'est Attali dans le texte, les personnes non éduquées iront elles-mêmes à l'abattoir. Ouais. Donc c'est typiquement du soft power, c'est typiquement du nudge. Et en fait, ça dit, si tu n'as pas la culture suffisante, tu finiras ou mort, ou en tout cas tellement aliéné que tu finiras, en fait, quelque part comme l'étaient des chevaux avec des fermiers. C'est-à-dire que tu feras un peu partie de la famille, de loin, on sera quand même emmerdé quand tu crèves, parce que le système marche sur ton dos, mais enfin, tu travailleras, on te prendra tout, et tu ne posséderas rien, et tu seras heureux, quoi, tu vois. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de préparer. Et typiquement le fait de considérer les gens comme des objets, comme de la ressource. En fait, justement, c'est plus fin que ça. C'est l'idée de dire, on considérera les gens comme les gens se considèrent eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est l'idée de... et ça, c'est intéressant d'un point de vue philosophique, parce que c'est typiquement luciférien. C'est scientifico-luciférien. J'assume le lien que je fais. Je dis pas que toute science est luciférienne, attention. Mais non, mais je dis ça parce qu'il y a toujours des alters comprenants dans les commentaires. Mais là, c'est typique. C'est cette idée de dire, je m'extrais du monde et je le regarde et je n'interagis pas. C'est-à-dire que si tu te considères comme un objet,
Je te considérerai comme un objet et je t'exploiterai, mais si tu te considères comme un sujet, alors je ne pourrai rien. C'est très christique, c'est très biblique. Dans les textes, il est dit, si vous êtes face au mal et que vous vous tenez dans Jésus-Christ, il ne pourra rien vous arriver. C'est cette idée de dire, si vous vous identifiez vraiment au sujet que vous êtes, à la part la plus noble, alors les gens en face n'auront pas le courage, parce que si ils veulent vous abattre à ce moment-là, ils verront leur ombre et leur laideur, et dans ces cas-là, ils n'auront pas le courage de le faire. Et ça, c'est très très profond. Parce que le logiciel traditionnel, il considère à dire quand tu vois ton frère humain qui se considère comme un objet, tu vois, c'est tends-lui la main et relève-le et sors-le de la fange. Là, c'est pas ça. Et là, on est dedans. Et c'est vraiment un changement différent, enfin c'est une différence cruciale de logiciel, je pense. Mais le truc, c'est que là, même les gens qui veulent tendre la main, parfois se heurtent à l'impossibilité de le faire parce qu'il y a trop de travail, parce que les bases n'ont pas été posées. Et tu disais que dans cette logique-là, on laisse l'être humain se considérer pour ce que lui se considère être, mais donc ce serait totalement passif. Mais je trouve pas que ce soit si passif que ça, dans le sens où aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, l'école est devenue une machine à empêcher le socle de se mettre en place. Donc en fait, on facilite ça. Mais tant que les parents ne disent rien, ça veut dire que les parents considèrent comme des objets. Mais là encore, on revient sur l'interview de Lisa dont je parlais tout à l'heure, je vous invite à aller la voir. C'est cette idée de dire, mais attends, là encore, c'est transgénérationnel, ça ne se fait pas sur une seule génération. C'est si jamais on est OK pour envoyer à la place d'étudier l'histoire, les mathématiques ou les bases de la pensée et de la littérature, enfin du français en fait, qui est la base pour pouvoir penser, si les parents sont OK pour qu'à ce moment-là, à la place, on amène des drag queens avec des enfants de 8 ans pour leur expliquer que tu vois, des trucs qui touchent réellement moins de 1% de la population, parce que le transgenrisme, c'est moins de 1% de la population. Je veux dire, quand on sait qu'il y a des gens qui pensent que... Enfin, faut bien ramener ça au ratio de la population. Je veux dire, le nombre de psychopathes est censé être supérieur au nombre de transgenres, tu vois. Donc c'est dire le foin médiatique qu'on fait, tu vois. Bon, en plus, c'est pas vrai, parce que les psychopathes, tout le monde dit c'est 1%, 1,5% de la population, alors qu'en fait, c'était qu'une hypothèse. Ouais. Ça a jamais été démontré. Bon, je pose ça là, on s'en fout. Mais c'est juste pour dire de ramener les choses à leur prévalence, quoi, tu vois. Et ça... ça pose une vraie question, parce que cette tentative d'ingénierie sociale par l'école qui est en train d'avoir lieu, c'est aussi une façon de dire aux parents, est-ce que toi-même tu te considères comme des sujets ou comme des objets, et est-ce que tu considères tes propres enfants comme des objets? Normalement, l'enfant, c'est l'agneau. L'enfant, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce que tu protèges. Tu vois, dans la logique du logiciel chrétien. C'est le petit vulnérable. C'est pas pour rien que le luciférianisme s'attaque à l'enfant par des rites que vous avez compris de quoi je parle, etc., etc. Tu dis que si tu arrives à faire accepter à des parents d'obliger leur gamin de 3 ans à porter des masques en classe, t'as tout réussi, quoi. Mais c'est ça. Et je pense à un autre truc, c'est que si tu arrives à détruire le socle idéologique d'une génération, alors c'est gagné. Parce qu'en fait, c'est elle qui est censée transmettre. Une génération, ça suffit pas, parce que tu as la génération d'après qui peut essayer de rattraper. Il faut... Ah, les grands-parents. Ouais, il faut. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Il faut 3 générations complètes. 3 générations, c'est mort. Il n'y a plus d'histoire, tu vois. Parce que tu peux encore avoir le grand-père qui peut encore transmettre au petit enfant. Ouais. Tu vois, c'est sûr que c'est moins bien que quand c'est les parents aux enfants, mais ça peut survivre. Il faut 3 générations, et c'est marrant parce que 3 générations, c'est à la fois ce qui est dit dans les textes bibliques, et c'est aussi la durée de transmission de caractère épigénétique qu'on a regardé scientifiquement. C'est-à-dire, en gros, c'était des études qui étaient faites sur les camps de concentration et ou sur, pas que sur les camps de concentration, il y avait d'autres papiers qui étaient sur des famines, sur des moments où il y a eu des grosses famines qui ont créé du stress, justement, pour reprendre notre sujet, qui ont créé du stress sur des générations entières. Et en fait, même les petits-enfants portent la marque épigénétique de la famine de leurs grands-parents. Un rapport à l'argent plutôt fucked up, quoi. À l'argent, je sais pas, mais en tout cas, un rapport à la mort et avec des insécurités où les petits-enfants comprennent pas d'où ça vient. En fait, c'est l'épigénétique de mamie, tu vois. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut 3 générations pour pour tout reformater, tu vois. Tout reformater pour qu'un instinct se crée, en fait. C'est-à-dire que si... Oui. Pour moi, je prends dans le règne animal un des exemples les plus intéressants d'instinct, c'est les loutres qui vont chercher un coquillage, qui se mettent sur le dos à la surface de l'eau et qui tapent le coquillage sur un caillou pour l'ouvrir. Et qui se l'apprennent de génération en génération. Ça, il faudrait voir si c'est génétique ou épigénétique, tu vois, par exemple. Je pense que c'est forcément... Enfin, mais la frontière, elle est fine. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Je sais pas quelle est la première loutre qui a eu l'idée de faire ça,
Je peux pas croire que l'idée lui soit venue comme ça. Bah, c'est des affrontements en biologie, justement, entre deux grandes écoles de pensée. Ceux qui pensent plutôt comme toi, qui disent bah non, mais il y a quand même une intelligence. Tu vois bien que l'animal, il est en train de faire ça, tu vois. Et tu vois bien quand tu lui enlèves, il va rechercher l'outil. Il est intelligent. Donc tu as une école de pensée qui postule vraiment profondément, viscéralement, j'oserais dire, l'intelligence de l'animal. Et tu as une autre école de pensée qui va dire rigueur intellectuelle, rasoir d'Occam, celui qui affirme démontre. Et c'est des débats, j'en parlerai dans une future vidéo sur l'épistémologie de la biologie, de tout ça. En parlant d'animaux, il y a un truc sur lequel je veux revenir, tu en as parlé tout à l'heure. C'est la façon dont la hiérarchie se façonne automatiquement via les hormones en cas de confrontation, par exemple. Peterson parle de ça dans son bouquin avec les homards. T'as lu ça? J'ai pas lu le bouquin, mais vas-y, je connais 2-3 trucs sur les homards, mais vas-y. Il parle pas de la testostérone, il parle du système sérotoninergique des homards qui est très proche de celui des humains. Oui. Et il explique que les homards, quand il doit y avoir confrontation pour pouvoir se reproduire avec la femelle, ils vont se jauger. Et parce que le combat, le réel combat, ça a un coût très élevé pour l'espèce, et ben, ils vont se jauger, ils vont faire une démonstration jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se replie un petit peu sur lui-même et l'autre qui s'ouvre un peu, qui fasse un peu le coq, et qui voit, et quand ça arrive, le vainqueur voit son niveau de sérotonine augmenter pendant que le perdant voit son niveau de sérotonine baisser. Une fois que le vainqueur a gagné son premier combat et qu'il va se confronter à son deuxième adversaire, le deuxième adversaire va sentir tout de suite que l'autre est dominant et donc il n'y aura pas de combat. Et ce qui est la même chose d'ailleurs avec la testostérone, comme on disait tout à l'heure, chez les grands singes et chez les humains. Quand tu observes l'espèce humaine d'un point de vue sociologique, tu observes ça partout. Je te montre que j'ai une montre à 30 000 euros et une voiture à 150 000 pour ne pas avoir à te frapper dessus pour te montrer que je te domine. Je sais même plus pourquoi je disais ça, mais je trouve ça fascinant. C'est juste qu'il faut le comprendre. C'est une forme d'intelligence. Après, à ceci près que chez les humains, on est passé d'un fonctionnement en une dimension à un fonctionnement en n dimensions. Dit autrement, il y a plein de gens qui sont des dominés socialement aujourd'hui, mais qui vont tellement sur le parcours de muscu toute la journée qu'ils pourraient nous casser la gueule extrêmement facilement. Oui, bien sûr. Et que justement, il y a plusieurs stratégies. Là encore, les stratégies mixtes encore et encore. Et que le patrimoine social et la capacité athlétique diffèrent. Et ça va différer selon qu'on est sur la stratégie R, c'est-à-dire faire plein de bébés, ou la stratégie K, en faire très peu. Plus on va être sur des patrimoines culturels et des ressources financières, moins on va faire d'enfants, et plus on va rester sur le physique. Plus on va faire la stratégie globale. Et là, on retrouve notre distinguo entre le fitness et le fitness inclusif là-dessus. Justement, c'est aussi lié d'ailleurs à la santé, ça t'intéressera probablement toi, mais qui est que plus un individu a une santé fragile, plus il va avoir tendance à faire de la stratégie R, ce qui est logique. Puisque s'il a une santé fragile, il a la conscience, ou l'inconscience, il a le réflexe, on va dire, de se dire c'est peut-être moi que je suis porteur d'un gène un peu fragile à un endroit, donc il faut mieux que je fasse plein de gamins. Comme ça, si ça se trouve, le gène va se faire diluer, tu sais, avec les gènes de ma compagne ou de mon compagnon. Alors que si jamais j'en fais qu'un seul et qu'il est porteur du même gène, je suis marron. J'avais pas pensé à ça. Tu vois, mais c'est logique. Et ça explique aussi pourquoi ça doit être si compliqué aujourd'hui pour une femme en Occident de choisir le bon partenaire. Et pourquoi les goûts changent autant entre la femme de 18 ans et celle qui arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas... à choisir entre l'homme qui est dominant par ses ressources ou par ses capacités physiques. En plus, c'est un autre problème au niveau de la femme à cet endroit-là. Problème. Je dis tout le temps sur Hypnomachie, quand on dit le mot problème, il faut entendre qu'il y a une approche idéologique derrière. C'est pas un problème, mesdames, évidemment, mais c'est une caractéristique féminine. C'est que selon les moments de leur cycle, elles vont pas être attirées vers le même type de gars. Donc la pilule perturbe ça. Et oui, en plus. Et alors ça en plus. Donc c'est pas évident parce qu'elles doivent choisir, elles doivent prendre des décisions alors qu'elles sont inconstantes et impermanentes. Donc c'est horrible parce qu'elles sont sûres que dès qu'elles vont s'engager dans une décision, elles vont forcément le regretter. La question, c'est à quel moment du mois elles vont le regretter. Non, mais moi, je sais que si je devais prendre une décision avec ça comme carte de base, je dirais attends, le bon Dieu, t'es sympa, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et c'est justement pour éviter ça que dans les sociétés traditionnelles, en général, on disait qu'il fallait tenir sa femme. Et que en fait la femme était toujours tenue par un homme justement parce que l'idée c'était de dire de toute façon tu ne pourras pas prendre un bon choix puisque avec les cartes que tu as forcément
ça va partir en cacahuète. Donc, on te laisse pas le choix. Mais ça peut être très infantilisant du point de vue de la femme, ce que je comprends évidemment. Et en même temps, une fois qu'on a dit que c'est infantilisant, qu'on a reconnu que c'était infantilisant, n'empêche que les femmes, même les plus émancipées du monde, même les plus cultivées du monde, elles sont quand même soumises à cette partie de leur biologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, une fois qu'on a posé ça et qu'on peut en discuter en étant au-delà de la guerre des sexes, tu vois, machin, patriarcat oppresseur, c'est pas ça que je dis, je m'en fous. Mais là, on a quand même une difficulté à créer une société stable si on donne trop de pouvoir à cet endroit-là. Je me dis, mais ça doit être l'enfer d'avoir peut-être une femme aujourd'hui. Mais c'est très compliqué d'être une femme aujourd'hui parce que justement, le fait qu'on leur laisse le choix, en fait, c'est un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau empoisonné. Pomme, hein. Tu vois, moi j'ai une copine comme ça qui honnêtement, je pense que c'est vraiment une nana qui a eu un nombre de partenaires sexuels, je sais pas combien, et j'ai envie de te dire, je veux pas le savoir. Parce que c'est juste une amie, tu vois. Mais vraiment, je pense que ça me ferait mal au cœur, tu vois. Ouais. Je pense qu'on est sur des nombres de partenaires où tu te dis forcément, waouh, genre. C'est ce que ça peut impliquer. Ouais, tu sais, en termes de. Parce que c'est quelqu'un qui a été. Je vais pas rentrer dans le détail et tout, mais c'est quelqu'un qui a eu d'énormes problèmes dans son enfance, etc. Et qui a pas pu se construire une estime de soi stable et qui a eu des agressions sexuelles, des trucs vraiment, tu vois. Donc elle se vivait vraiment comme un. L'idée c'était viens, t'as besoin d'affection, viens, etc. Mais derrière, il y avait une faible estime de soi, vraiment dramatique, vraiment dramatique. Et là, elle arrive à un moment donné où elle se convertit complètement, tu vois, et où elle se rend compte de à quel point, et tant mieux, ça veut dire qu'il y a un endroit où elle va mieux. Elle est en train de se reverticaliser et elle ne se prend plus pour un objet. Tout simplement. Au final, ça se résume à ça. Et là, j'en parle d'une à laquelle je pense, mais j'ai croisé. C'est un archétype même, là que je dis, au-delà des personnes, c'est un archétype. C'est parce que quand on te traite gamine ou ado, on va dire, parce que tu as, de mémoire, mais je crois que c'est gigantesque, je crois que c'est une femme sur 6 ou 7, je crois, qui se fait agresser sexuellement dans sa vie ou violer, enfin c'est colossal, quoi, tu vois. Et quand tu pars sur cette base-là, la tentation est grande pour diminuer la souffrance, de se vivre comme un objet, de dire, eh ben, très bien, je suis bonne qu'à ça. C'est un moyen tu vois. De souffrir. Et c'est terrible. De toute façon, si t'as pas eu le dernier propos, tu sais quoi, je te propose qu'on fasse juste une fin où on explique qu'on a encore eu un problème technique. On fait juste une fin, et basta. C'est annoncé depuis l'épisode 3. Voilà. Bon, comme la dernière fois, ça a merdé. Je crois qu'on a perdu une petite partie à la fin, là je sais pas encore combien de temps, mais je vais le découvrir bientôt. Ça va nous forcer à devoir faire un épisode 3. Oh là là. C'est dur, hein, c'est très dur. Dans lequel du coup je pense qu'on aura l'occasion de plus développer sur l'argent parce qu'il y a énormément de choses à dire. En fait ça peut être relié à absolument tous les sujets qu'on a abordés, donc c'est idéal. Et puis parce qu'il faut bien le dire, moi j'aime bien les interviews et je trouve que tu es un des meilleurs intervieweurs que j'ai eu et donc c'est vraiment un plaisir. Pareil, pour moi aussi, c'est toujours un plaisir, j'adore faire ça et puis ça permet de développer plein de sujets intéressants. Non mais écoute, on va clôturer là pour aujourd'hui. Du coup, il y aura une partie 3 comme on vous l'a dit, enfin une partie 3, un rendez-vous numéro 3. Et puis la chaîne d'Adoméos, si jamais vous découvrez cette vidéo sur ma chaîne, évidemment je vous la mets en description. Et elle sera aussi sur ma chaîne, du coup, la chaîne de Bhaskar Hypnomachi, pareil, de l'autre côté. Et sur ce, merci à toi et merci à vous pour avoir regardé jusque-là, si vous êtes encore là, et à très bientôt. Salut Internet.